Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un peu plus tard dans l'émission, nous parlerons, bien sûr, nous évoquerons et nous expliquerons l'actualité internationale très riche ce soir. Mais commençons par l'actualité sur la petite... Liana. Oui, Ilana, pardon, excusez-moi. Je vous présente qui sont nos experts ce soir sur le plateau. Christian Proutot, bonsoir. Vous êtes ancien officier de gendarmerie et ancien préfet. Merci d'être avec nous ce soir. Guillaume Fard, bonsoir. Vous êtes consultant police-justice TF1 LCI. Florence Rouas, bonsoir. Vous êtes avocate spécialiste des mineurs. Nicolas Eugène, bonsoir. Vous êtes ancien enquêteur spécialisé de la gendarmerie nationale, dirigeant de la société OSS et enfin Laure Westphal, bonsoir. Vous êtes psychologue, chargé d'enseignement à Sciences Po, spécialiste des violences contemporaines. Après 7 jours d'investigation intensive, les résultats de l'autopsie sont formels. Le corps, découvert hier dans un silo agricole du Gers, est bien celui de la petite Liana. Et nous serons dans quelques instants en direct du Gers. Mais écoutons pour le moment ce qu'en a dit le garde des Sceaux ce soir, puisqu'il était dans le journal télévisé de TF1, Gérald Darmanin. Il est revenu sur les dysfonctionnements des services de l'État, mais auparavant, il a tenu à s'excuser. L'institution judiciaire que je représente, elle a pour but de protéger au nom du peuple français les Français et notamment les plus vulnérables, et notamment les enfants. Et aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. J'en tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Donc nous en tirons toutes conclusions. Bien évidemment, dans le fonctionnement de la justice, nous devons aussi mobiliser l'ensemble des services de l'État pour que plus jamais une voix de l'enfant, on le dit depuis plusieurs mois désormais, je l'ai dit moi-même, ne soit tue ou ne soit pas suivie par les adultes. Guillaume Fard, ces excuses de la part du garde des Sceaux, c'est quelque chose auquel on s'attendait, certes, mais il vaut mieux le dire, et on n'est qu'au début de tout un processus. Oui, il a fait le choix de ne pas être en soutien de son administration dans le cas de cette affaire, et quand on voit, et que les éléments nous parviennent, comment s'est comportée toute la chaîne pénale depuis le mois d'août 2025, le moment où la petite Rosa, qui avait 10 ans au moment des faits, parce qu'elle est née en 2014, et les faits qu'elle a dénoncés ont été commis entre... Oui, on va y revenir dans le détail, parce que vous avez raison, il y a toute une liste. Mais quand on voit toute la manière dont la plainte a été traitée, dont le dossier a cheminé, comment les enquêteurs aussi se sont conduits, ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils n'ont pas fait, le garde des Sceaux, lui restait plus beaucoup d'options que de reconnaître qu'il y a un très grand nombre de manquements et de s'excuser auprès de la famille. Alors, il le fait... Donc vous dites qu'il a fait le choix, pardon de vous couper, d'aller à l'encontre de tous ceux qui le dirigent. En fait, il acte surtout qu'il n'a pas été obéi. C'est-à-dire que ces instructions n'ont pas été suivies. Oui, un des enseignements de son passage aux 20h de TF1 ce soir, c'est de dire que les instructions qu'il avait communiquées au parquet, c'est-à-dire de rendre prioritaire dans leur traitement avec le plus de célérité possible les affaires de violences sexuelles sur mineurs, ces instructions dans le cas de cette affaire dans le Gers n'ont pas été suivies des faits. C'est pour ça que lundi d'ailleurs il convoque tous les procureurs généraux, place Vendôme, pour leur expliquer que s'il donne des consignes, il entend être obéi. Que ce qu'il endosse ce soir, c'est des manquements de son administration, mais aussi le fait que ces consignes n'ont pas été suivies. Oui. Christian Proutot, le décès de Liana est-il en train de devenir finalement une affaire d'État ? Effectivement, comme vient de le dire Guillaume Fard, tous les procureurs généraux de France sont convoqués à la chancellerie ce lundi matin. Une enquête administrative de l'inspection générale de la justice, mais également de l'inspection générale de la gendarmerie nationale vont débuter. Elles seront. L'État exige, le plus haut sommet de l'État exige qu'elles se déroulent rapidement. Est-ce possible ? Parce que on se trouve face à une émotion nationale. On est tous impactés par ce drame absolu, et il est évident que l'État et ceux qui le représentent, c'est-à-dire les ministres, le gouvernement, ne peut pas rester insensible à ce manquement que rappelait Guillaume et qui, au bout du compte, amène à se poser des questions pour chacun des citoyens. Comment se fait-il que cet homme qui est
bien sûr, on est obligé de dire l'assassin supposé ou le prévenu, en l'occurrence, dans cette affaire, ait pu passer à travers un certain nombre d'affaires qui auraient dû déjà l'empêcher de nuire avant. Alors, tout le monde se posant la question, il est normal que le ministre, le garde des Sceaux en l'occurrence, mais également l'État, on l'a vu avec le président de la République, qui a lui-même défini cette affaire comme étant un manquement absolu à ce que l'on est en droit d'attendre de notre justice, puisse, à un moment ou à un autre, expliquer ou dire on va mettre à plat pour voir effectivement de quelle responsabilité sont les uns et les autres. Bon, vous, Christian Proutot, vous êtes ancien officier de gendarmerie, mais du GIGN. À vos côtés, Nicolas Eugène, vous êtes ancien enquêteur spécialisé de la gendarmerie nationale, justement. Vous avez travaillé 20 ans au service de la gendarmerie, en unité, justement, d'observation et de surveillance au profit des enquêteurs judiciaires. Je me trompe ou c'est exactement le travail que sont en train de faire les gendarmes sur le terrain ? Là on intervient a posteriori des faits, des faits majeurs. Oui, l'enquête aurait pu débuter bien en amont, bien avant en local. C'est-à-dire l'enquête aurait pu débuter bien en avant. On peut penser qu'il y a eu des failles dans l'organisation de l'enquête. On peut le savoir maintenant, le patron de la police judiciaire, ça reste le procureur de la République, c'est lui qui donne le tempo pour la réalisation des actes et en tout cas amener des réponses le plus rapidement possible, tout en mettant en sécurité les citoyens. On va y revenir tout de suite sur les failles et on va essayer de les détailler et de les comprendre. Mais pour le moment, allons en direct à Fleurance. À Fleurance, donc cette commune de 6200 habitants à 80 km à l'ouest de Toulouse, où nous attend Elisa Cléache. Elisa, bonsoir, vous êtes avec Adam, merci. Comment ont réagi les Fleurantins à l'annonce tout à l'heure, en fin d'après-midi, du procureur d'Agen ? Effectivement, vous le disiez, c'est une petite commune d'un petit peu plus de 6000 habitants, donc vous vous en doutez, les habitants ont été très touchés d'apprendre que le corps qu'on a retrouvé hier près de ce silo agricole était bien celui de Liana. D'ailleurs, tous les habitants avec qui on a pu échanger toute la journée avec Adam Mercier avaient les larmes aux yeux en nous parlant de Liana. Ils nous ont transmis leur tristesse, leur stupéfaction, leur colère aussi évidemment, à la fois vis-à-vis du système judiciaire et bien évidemment du principal suspect. Et enfin, ce qu'ils ont tenu également à nous souligner, ce qui est important, c'est cette entraide, ce soutien qu'ils ont tenu à transmettre aux proches, à la famille de Liana. D'ailleurs, certains d'entre eux nous ont déjà dit qu'ils seront présents à la marche blanche ce dimanche. Vous avez rencontré aujourd'hui, je crois, quelqu'un justement sur place à Fleurance qui vous a raconté qu'aujourd'hui même, il est allé porter plainte contre Jérôme Barella, le suspect dans cette affaire. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, donc on a rencontré ce père de famille, Patrice, qu'on a rencontré dans l'après-midi, et Patrice était en route avec sa femme vers la gendarmerie de Fleurance. Il nous disait qu'il allait donc déposer plainte pour attouchement. On a pu effectivement avoir son témoignage exclusif ce soir avec Adam Mercier. Il nous dit effectivement que sa fille aurait été victime au domicile même du principal suspect, donc Jérôme Barella. Je vous propose d'écouter son témoignage. Voilà, il avait invité, sa fille était là, tout ça, donc c'était le même protocole, soirée pyjama, organisé par sa fille, donc voilà, les parents, le père nous avait demandé s'il peut venir, oui, nous, l'invitation, on pensait pas qu'il a... voilà. Et donc ce soir-là, on lui a demandé qu'est-ce que t'as mangé, qu'est-ce qu'il avait fait, tout ça, et il nous dit, on a fait, il nous a acheté une pizza, il m'a acheté une pizza pour moi, voilà, donc ils ont fait une soirée pizza, manger pizza, tout ça. Et voilà, après, on passait une soirée normale entre copines, pyjama, voilà. Et c'est que là qu'on a appris par la crise, par les deux assistantes sociales, ce qui s'est passé, que du coup, aujourd'hui, nous avons essayé d'aller porter plainte à la gendarmerie de Fleurance, voilà. Ces assistantes ont parlé avec, donc du coup, on rappelé, ma fille a été directement d'elle-même parler avec ces gens-là. Du coup, ma femme a été appelée par l'école, que ces gens-là ces assistances nous voulaient nous voir aujourd'hui à 12h15. Quand on sortait du travail, qu'on allait les voir, qu'on puisse discuter avec eux et qui nous liront ce qu'a dit notre fille
aux assistants, tout ça. C'est là que nous avons appris l'histoire de l'attouchement, qu'on a su un petit peu plus sur l'histoire de M. Varela, ce qu'il avait fait sur cette fameuse soirée où elle était invitée chez sa copine, Sophia, pour la soirée pyjama. Florence Roas, vous êtes spécialiste justement de ce type de violence, de la protection des enfants, de l'enfance. Cette personne qui a été interrogée en exclusivité pour LCI tout à l'heure, sur place à Fleurance, parle du même mode opératoire, c'est-à-dire effectivement, on est là dans le milieu de fillettes qui ont 10 ans, 11 ans, qui sont au collège, qui sont copines entre elles, qui vont les unes chez les autres. Ils parlent d'une même soirée pyjama et ça se serait déjà donc produit et reproduit. Oui, depuis qu'on est amené à commenter cette histoire, je constate quelque chose en fait en observant, enfin en écoutant ce qu'il a fait cet homme et son itinéraire. Et je pense que ça va forcément faire l'objet aussi de constatations de magistrats instructeurs qui vont peut-être aussi comprendre cet itinéraire. C'est qu'il est toujours... Enfin, cet homme, c'est depuis une dizaine d'années, parce que ça a commencé à peu près en 2017, il y a eu une première plainte. En fait, après, la jeune fille qui avait 17 ans, elle s'était ravisée en disant qu'elle était consentante. Mais il est à la frontière, vous voyez. Il est à la frontière du passage à l'acte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est arrangé pour passer entre les mailles du filet. À chaque fois, il va, il est à la frontière du passage à l'acte. Attendez, non, mais vous allez comprendre. Non, mais attendez, jusqu'à... Il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte, mais je parle les antériorités. Les antériorités jusqu'à, grosso modo, jusqu'à ce qu'on sait, c'est-à-dire la plainte du... C'est-à-dire, depuis 2017, je vous coupe un instant, 4 autres procédures, dont 3 plaintes le concernent. Mais effectivement, le signalement de 2017, vous avez raison de le souligner, le plus ancien, émane de la mère d'une fille de 17 ans, avec qui la relation a été, dit-on, consentie. Oui, là, je parle des antériorités... Vraiment, c'est-à-dire, et manifestement de façon un peu crescendo. Bien entendu qu'il est passé il est passé à l'acte, il est présumé innocent, mais a priori il est passé à l'acte, voilà. Et au mois d'août, il y avait une plainte qui était, mais tout ce qui est juste avant, et vous me parlez de ce témoignage de cet homme qui est interrogé. Aujourd'hui même. Aujourd'hui par les équipes de LCI, cet homme parle de soirée pyjama, avec, il s'occupe, il joue un peu avec les petites filles, il fait des chatouilles, et voyez, bon, il y a eu une espèce de processus en crescendo dans les passages à l'acte, et il s'est arrangé à être, pourquoi c'est important? À être à la frontière, jusqu'à un certain moment où il est vraiment passé à l'acte et il a été à l'extrême. Et c'est ce qui explique qu'en fait, il soit passé entre les mailles du filet judiciaire. Parce que par exemple... Pour vous, c'est ça l'explication? Oui, parce que, je vais vous dire une chose, tous les fichiers qui existent, le TAJ, traitement des antécédents judiciaires. J'entendais ma consoeur tout à l'heure parler de Cassiopée, qui est la disposition, etc. Le FNAEG, ce sont les empreintes digitales, etc. Tous ces fichiers répertorient des gens qui ont déjà été soit en garde à vue, soit ont un début de poursuite, ou ont été poursuivis, ou ont été condamnés. Mais lui, en fait, si vous remarquez bien, jusqu'à les faits du mois d'août, qui là sont un vrai manquement, et maintenant, bien entendu, avec l'affaire Liana, il s'est arrangé pour être finalement, de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas, ou de façon délibérée ou pas, mais pour être en dehors des mailles du filet judiciaire. Et c'est parce qu'aujourd'hui on se pose la question du dysfonctionnement. Oui, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Jusqu'au mois d'août, la plainte du mois d'août par la maman de la petite jeune fille qui va au commissariat, je crois au commissariat de Toulouse, la gendarmerie de Toulouse, qui doit être transférée à la gendarmerie d'Auch, etc. Jusqu'à ce moment-là, il profite de son statut de père de famille, manifestement, pour organiser des petites réunions entre enfants et à approcher des amis de ses filles. C'est ça qu'on comprend, en fait. On va essayer de comprendre, parce que quand même, Laure Westphal, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou alors est-ce que vous mettriez des nuances? Est-ce que cet homme était à la limite du passage à l'acte, ce qui pourrait expliquer les dysfonctionnements de la justice, qui est ce que tout le monde commente ce soir même, et on va revenir sur les propos, bien évidemment, du garde des Sceaux, mais là, alors pour le coup, la classe politique dans son entièreté est absolument unanime pour dire que plusieurs choses incompréhensibles se sont passées, et que justement les mailles de la justice n'ont pas pu mettre dans leur filet cet homme. Il n'a pas été gardé à vue jusqu'à ce début de semaine. Alors j'apporterai une lecture complémentaire. Je mettrai aussi l'accent effectivement sur cet itinéraire crescendo, dans le sens où on parle d'abord de relations inappropriées, de comportements inappropriés, toujours plus inappropriés.
avec un individu qui avançait en âge et qui avait toujours plus d'ascendant sur ses victimes, en les chosifiant de plus en plus. Donc là, on arrive à un profil quand même pervers caractérisé, c'est-à-dire quelqu'un qui profite de son ascendant, qui chosifie et qui utilise la confiance des jeunes filles, et sur ce côté pervers, j'insiste aussi sur le côté du clivage qui va avec ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une présentation qui inspirait confiance. Il était père de famille, très bien inséré a priori, et qui en fait surfait sur un autre tableau qui est particulièrement caractéristique des individus pervers, c'est-à-dire qui scindent la réalité en deux. Il y a la partie a priori adaptée et la partie qui ne l'est pas du tout. Et c'est l'envers de l'endroit que tout le monde, ce à quoi tout le monde assistait. Et le scénario pervers. Le pervers essaye d'échapper à la justice. Le vrai problème, c'est que l'impunité, en fait, encourage le pervers. Le pervers n'a pas de sentiment de culpabilité, d'empathie. Il n'a pas la culpabilité qui freine d'autres individus. Donc si la justice ne manifeste pas, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à ce cas-ci, vous voulez dire il continue. Ça l'encourage. Ça l'encourage parce qu'il c'est pas qu'il ne tient pas compte de la limite, c'est qu'il joue avec la limite et que la transgression est jouissive en fait pour ce genre d'individu. Donc si la loi ne marche pas, il va continuer. Donc effectivement, le problème ici, c'est beaucoup plus la lenteur de la justice, le fait que les différents faits n'aient pas été recoupés et que la sérialité n'ait pas été prise en compte pour le caractère sérial de cet homme. Qui, effectivement, c'est pas la première fois, c'est une organisation psychique et un dispositif qui œuvre depuis 10 ans. Alors, parlons un instant justement de ce qui peut faire amener aux aveux cet homme. Enfin, comment justement les enquêteurs de gendarmes peuvent le faire parler. Nous sommes en direct avec Marc Rolland. Marc Rolland, bonsoir. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie, rédacteur pour La Voix du gendarme. Merci d'être avec nous. Comment ce soir, après tout ce que l'on vient de dire, cet homme, nous dit-on, est pour le moment mutique. Comment sera-t-il possible de le faire s'exprimer, de le faire venir à dire tout ce qui commence à poindre de ce profil qui fait froid dans le dos? Maintenant, on a notre victime qui a été découverte dans les circonstances que l'on connaît. Reste pour les enquêteurs d'établir un lien de causalité formelle et factuelle entre la victime et l'auteur présumé actuellement incarcéré. Maintenant, je dirais que l'intéressé est mûr. Il est mûr pour être entendu par le juge d'instruction dès lors que les résultats de l'autopsie seront parvenus sur le bureau du juge d'instruction, dès lors que le dossier aura avancé un peu de manière plus concrète, un peu plus matérielle, parce que là aussi, il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé la victime que pour autant l'intéressé va reconnaître possiblement les faits, ce d'ailleurs il n'est pas obligé de faire, mais dans un état de suggestion psychique dans lequel il peut être aujourd'hui accablé par la violence de son incarcération, parce que c'est un choc violent pour un homme qui n'a jamais connu ni condamnation ni incarcération. Effectivement, il y a un moment donné où l'individu, lorsqu'il est face à ses responsabilités judiciaires, à ses responsabilités pénales, effectivement, il peut craquer, et c'est le moment opportun pour les enquêteurs et surtout pour le juge d'instruction, parce que maintenant... Si je comprends bien pour vous, Marc Rolland, le moment où cet homme va craquer, comme vous dites, c'est-à-dire se mettre à parler, devrait arriver, parce qu'il y a quand même, moi je n'ai pas de langage juridique, mais un faisceau d'indices, voilà, qui finalement se concentre sur lui et sur ce qu'il a fait. On en sait de plus en plus. Donc c'est ça qui va être utilisé par les gendarmes pour essayer d'obtenir le plus vite possible des explications de la part du suspect principal. Et justement, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les gendarmes ne peuvent plus entendre juridiquement la personne mise en examen. Cela est de la responsabilité du juge d'instruction. Et c'est à lui maintenant d'organiser l'interrogatoire, l'audition, dès lors que l'intéressé est coopératif. Et comme je le disais, dès lors qu'il est dans un schéma psychologique favorable à la libération de sa conscience.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vise, effectivement, c'est pas la reconnaissance des faits pour les faits. Ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avant, pendant et après, et surtout pourquoi. Bon. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Guillaume Fard, en fait, on a quand même beaucoup de questions à poser. Première question, quelles procédures n'ont pas fonctionné ? Ça, c'est quand même important. Est-ce qu'on vit ici en France dans une culture de sous-évaluation du risque ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a au moins deux éléments. Il y a ce que expliquait Laure Westphal précédemment, c'est-à-dire la trajectoire d'un homme qui est mise en cause pour des faits de plus en plus rapprochés, de plus en plus graves. Donc là, il y a une trajectoire qui se dessine et manifestement personne n'en tient compte Ça fait pratiquement 10 ans, hein ? Oui, mais personne n'en tient compte pour dégager un caractère d'urgence. C'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que elle tient au traitement de la plainte qui est formée en août 2025 par la maman de la petite Rosa. Oui. La petite Rosa... C'est un moment clé. Expliquez-nous. En fait, cette petite fille, elle est née en 2014. Donc, en 2024, elle a 10 ans. À partir de 2024, elle explique qu'entre 2024 et 2025, elle a été victime de viols répétés. C'est par ce suspect. Par ce suspect. La maman, au moment où elle dépose cette plainte, elle va aussi, dans le cadre de la procédure, réaliser un certain nombre d'actes bien précis. D'abord, il y a des constatations médico-légales qui vont révéler des lésions. Mais pas n'importe quelle lésion, des lésions vaginales. Absolument. Sur sa fille. Donc, pardon, mais c'est quand même un document capital. Pourquoi ça n'a pas mené à une garde à vue ? S'ajoute à cela, en plus, l'expertise psychologique. C'est-à-dire que sa fille rencontre une psychologue qui atteste que ses déclarations sont tout à fait crédibles. À partir de là, et c'est au cœur des déclarations du garde des Sceaux et de ses excuses ce soir, il y a d'abord un temps considérable qui est perdu pour désigner le parquet compétent et au sein du ressort de ce parquet, le service d'enquête qui va mener les investigations. Donc en fait, on passe de septembre 2025 au 9 janvier 2026. Parce que c'est le 9 janvier 2026 qu'on va confier l'enquête à une brigade territoriale. Et qu'il y a une nouvelle plainte. Et sans amoindrir la compétence de quiconque, moi je suis personne pour ça, mais je m'interroge quand même sur le fait qu'on désigne une brigade territoriale, là où au sein de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, on a des sections de recherche, des brigades de recherche. Bon, c'est un peu surprenant. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que les gendarmes de cette brigade territoriale, le premier acte, c'est de réentendre la maman, mais qui entre-temps a déménagé, puisqu'elle ne voulait pas rester à proximité d'un homme qu'elle soupçonnait avoir violé sa fille. Donc, elle est réentendue, mais à Toulouse. Et ensuite, s'enchaînent un certain nombre d'actes d'enquête dont nous, ici à LCI et à TF1, nous avons établi qu'à partir du 14 février, il n'y avait plus rien qui s'était passé. À partir du 14 février 2026. Et on est en juin. Et donc, ce qu'a dit la procureure avant-hier, c'est qu'ils allaient le placer en garde à vue. Très bien, mais pourquoi pas plus tôt ? Et ça, c'est totalement contraire, c'est en contradiction avec les instructions qu'a donné le garde des Sceaux à tous les procureurs généraux. Donc lui, le garde des Sceaux, évidemment, il est furieux. Et aujourd'hui, il y a une partie du pays, si ce n'est l'intégralité de l'opinion, qui s'interroge sur cette lenteur dans le traitement de cette plainte d'août 2025, parce que derrière en creux, ce qui se joue, c'est le meurtre de la petite Liana. Bien évidemment. Et donc on se dit, mais si cet homme, présumé innocent, qui était suspecté, il avait été placé en garde à vue, peut-être qu'on cassait ce cheminement qu'il avait lui-même construit depuis une dizaine d'années et qui le conduisait à être mis en cause dans des affaires de plus en plus rapprochées et de plus en plus graves. Écoutons la colère du garde des Sceaux, c'était tout à l'heure dans le journal télévisé le 20h sur TF1. Entre le mois d'août 2025 et maintenant, cette personne n'a même pas été mise en garde à vue. Et je ne sais pas ce que dira l'inspection, mais c'est le contraire aux consignes générales que je donne aux magistrats du parquet. Si jamais les intuitions qui sont les miennes et de ce que je peux en lire dans la presse et dans la remontée de mes services sont avérées, je proposerai évidemment des sanctions. Je les proposerai au Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis sur ces sanctions, parce qu'en France, il y a forcément des responsabilités. Moi, j'assume les miennes en donnant mes excuses et en parlant devant vous, devant les Français, en répondant aux questions de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'assume mes responsabilités, mais si les faits semblent être confirmés, je proposerai des sanctions, en effet, pour des défaillances, des fautes professionnelles. Christian Proutot, effectivement, la grande question, enfin une des premières grandes questions, c'est pourquoi Jérôme Barella, le suspect donc, n'a jamais été placé en garde à vue ni auditionné. Or là,
Guillaume Fard vient de nous l'exposer avec des détails. La mère de la petite Rosa avait été voir les gendarmes en 2024 pour dénoncer les viols répétés sur sa fille. Elle avait en main une expertise médico-légale qui confirmait des lésions vaginales, anales, qui prouvaient donc son viol. Le parquet d'Auch a ça en main et il ne se passe rien. C'est ce qui est stupéfiant. Alors, je ne sais pas quelle explication va donner la procureure. Déjà, les explications qu'elle a données, puisqu'elle a fait des déclarations, moi, n'arrive pas à me convaincre. Ne vous convainquez tout. Non, vous n'êtes pas convaincu du tout. Mais non, parce que pour une raison simple, c'est que déjà, la qualification de ce qu'a fait le présumé coupable, c'est de l'ordre criminel. Et je ne comprends pas elle est rendue à une brigade, alors qu'il y avait des sections de recherche ou une brigade des recherches qui sont spécialisées en police judiciaire. Pourquoi elle ne les a pas saisies? Et elle pouvait le faire. Et ça, alors bien sûr, on dira peut-être que les brigades elles-mêmes auraient pu, mais qu'est-ce que les brigades connaissaient exactement du dossier? C'est quand même le procureur qui décide la qualification et qui va poursuivre, qui va faire les investigations. Alors elle a beau nous dire qu'elle a demandé aux gendarmes de procéder à des investigations, la question qui va se poser et qui va lui être posée, c'est pourquoi vous n'avez pas choisi plutôt qu'une brigade territoriale à 8, à Lectoure, c'est invraisemblable. La France entière découvre le fait que d'une brigade à l'autre, enfin bon... non, c'est pas d'une brigade à l'autre, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le judiciaire, et il y a le tout venant. Il faut imaginer ce que représente... Moi, je cherche pas à défendre les gendarmes. Je dis mais expliquez-nous clairement, effectivement. Si les gendarmes d'une brigade territoriale étaient aptes à gérer des criminalités de ce niveau, on n'aurait pas fait des sections de recherche et des brigades de recherche. Donc, on a spécialisé des gens. Ces gens, il suffit à ce moment-là que le procureur les désigne. Ils n'ont pas été désignés, sans doute, au bon moment. Pas assez tôt. Ils n'ont pas été désignés assez tôt. On va y revenir, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous retournons à Fleurance où nous attend Elisa Cléage. Vous êtes avec Adam Mercier. Elisa, vous êtes dans le bourg de la commune de 6200 habitants, à 80 km à l'ouest de Toulouse, où l'émotion doit être grande ce soir. Comment les Florentins ont réagi à ces propos du procureur qui annonçait tout à l'heure que le corps retrouvé hier était bien celui, malheureusement, de la petite Liana. Évidemment, c'est un choc ici, vous vous en doutez, d'abord parce que beaucoup s'identifient, les parents comme les enfants, beaucoup également avaient participé aux recherches plus tôt dans la semaine, rappelez-vous, des chasseurs, également des cavaliers. D'ailleurs, certains habitants nous ont déjà assuré qu'ils seront présents ce dimanche pour la marche blanche. Donc dans un premier temps, ils nous ont d'abord témoigné de leur tristesse, beaucoup avaient les larmes aux yeux en apprenant cette nouvelle, mais évidemment, il y a la colère qui vient dans un second temps, d'abord face au système judiciaire, et puis évidemment face au principal suspect et à ces nouvelles informations qu'on apprend de jour en jour. D'ailleurs, on apprend en exclusivité ce soir qu'une nouvelle plainte pour attouchement, cette fois-ci, a été déposée et vise encore une fois ce suspect Jérôme Barella. Oui, mais justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce témoignage que vous avez recueilli tout à l'heure sur place, c'est-à-dire à Fleurance, de cet homme qui, aujourd'hui même, alors que vous l'avez rencontré, était en train de se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte pour des faits similaires. De quoi s'agissait-il exactement, Elisa ? Exactement. Donc on l'a rencontré cet après-midi, vous le disiez, il se rendait à la gendarmerie et ce soir, il a accepté, après avoir pris un petit peu de recul, de nous témoigner à notre micro en exclusivité ce qu'il s'est passé pour lui. Il a appris donc que sa fille qui se trouve au collège, qui se trouve en 6e, elle est en fait dans la même classe que la fille aînée du principal suspect, aurait subi des attouchements alors qu'elle-même s'était rendue à une soirée pyjama en novembre dernier, aurait également subi des sortes de traitements de faveur
valeurs qu'on avait déjà vues par le passé, c'est-à-dire que Jérôme Barella lui aurait offert par exemple une pizza directement avant donc de lui faire subir ces attouchements. Ce père de famille, il est évidemment sous le choc, il avait énormément de mal à nous exprimer ce qu'il ressentait, mais la plainte a donc été déposée cet après-midi à la gendarmerie de Fleurance. Merci beaucoup Elisa Cléache d'être en direct avec nous. Vous êtes avec Adam, merci. Vous nous avez rejoint, pardon, je n'ai plus... Cynthia Ilouz, pardon, excusez-moi, vous nous avez rejoint, vous êtes journaliste, fondatrice du média franco-américain The Woman's Voice. Alors on a quand même l'impression que toute la chaîne de protection de l'enfance et de la place accordée à la parole de l'enfant est sous le choc, on est tous en état de sidération, mais est-ce que tout ça doit être remis en cause ? On est au-delà de la sidération, on est horrifiés. Enfin, c'est toutes les semaines qu'on a des féminicides, qu'on apprend des violences sexuelles. Une fois, c'est le périscolaire. Une fois, c'est encore un dysfonctionnement. On a eu déjà, il y a quelques mois, un cas où le dossier s'était perdu parce que le tribunal avait déménagé. C'est non-stop qu'on a ce genre de situation. Je rappelle quand même, les chiffres sont terribles. 160 000 enfants agressés sexuellement, 280 000 femmes par an. Vous vous rendez compte, les chiffres l'augmentation des violences intrafamiliales, vous soulignez cela, et des agressions sur mineurs. Et tous ces chiffres saturent absolument tous les services d'enquête, les parquets de France. C'est pas un fiasco, c'est des fiascos, c'est successif. Et là, vous arrêtez pas de poser cette question. Pourquoi il n'y a pas eu d'acte avant ? Mais au moment où la parole de l'enfant arrive, vous imaginez ce que c'est que de venir avec un enfant pour déposer plainte et qui raconte un viol, il se passe rien derrière. On imagine que la maman essaye de persuader l'enfant en lui disant on va parler du méchant, la police va te défendre, etc. Et il se passe rien derrière. Si l'enfant avait dit on m'a fait manipuler de la drogue, on m'a fait manipuler par exemple des explosifs, est-ce que la police serait pas allée immédiatement voir ce qui se passe chez ce monsieur ? En France, on considère encore que les violences sexuelles, ça peut être des affaires de mœurs finalement, alors que vous le savez comme moi, à chaque fois qu'on va perquisitionner chez ce genre d'individus, on va trouver de la détention d'images pédopornographiques, on va trouver que ces hommes, ils sont sur des sites sur le dark web parce que c'est systématique. Et moi, j'ai fait un livre, par exemple, sur l'affaire Mazan. Vous savez, on en a beaucoup dit, les 50, ils ont des profils différents, etc. Ils étaient tous avec de la consommation de pédopornographie violente et systématiquement, on retrouve ça chez les auteurs. On devrait aller perquisitionner immédiatement. Et on n'aurait pas autant de classements sans suite si on allait déjà faire ce minimum d'actes. Et on a beau sans arrêt parler de la présomption d'innocence, les gens ont aussi le droit à un procès équitable. Et lorsqu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procès équitable. Alors, le garde des Sceaux, tout à l'heure sur TF1, a effectivement souligné les défaillances et il a ajouté que c'était des défaillances non pas uniquement de la justice, mais également d'autres institutions en France. On l'écoute. A priori, oui. Et il y a eu des défaillances dans l'organisation du service public de la justice. Il y en a sans doute eu aussi chez les forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur aura l'occasion de le dire. Et il y en a eu sans doute aussi dans d'autres services publics. Mais je ne veux pas rejeter la faute à quelqu'un. Nous avons failli dans l'organisation concrète de suivi de plaintes nombreuses, et notamment la dernière, celle qui a été déposée en août 2025, et qui aurait pu permettre, très certainement, de mettre hors de cause cette personne. Alors, ça sera peut-être la guerre de tranchées, Guillaume Farn, entre ces trois grandes administrations, c'est-à-dire la justice, les services d'enquête et l'éducation nationale, parce que là, c'est ceux auxquels pense le garde des Sceaux. Mais on va voir lors des enquêtes administratives qui ont été qui sont en cours. Est-ce que les torts seront partagés ? L'éducation nationale, elle est quand même assez en retrait. Alors, l'éducation nationale, simplement, partir en 2020, n'a pas signalé cet homme, le suspect, il était agent d'entretien dans un lycée et il est accusé de harcèlement par une lycéenne. Et puis il a finalement été licencié, c'est cela ? Oui, il est licencié par la région qui était son employeur. Donc déjà, vous avez un peu plus de distance avec l'éducation nationale. Et donc la question qui se pose, c'est celle de l'article 40 du Code de procédure pénale en cas de dénoncer une infraction au procureur de la République. Mais est-ce qu'il y avait véritablement eu infraction ? On parle d'un comportement inapproprié, mais on ne connaît pas exactement la teneur. Le détail, oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le chef de cet établissement s'est rapproché avant-hier du parquet
dans le Gers et a fait savoir qu'il était à la disposition de la justice pour donner des éléments. Mais bon, l'éducation nationale est un petit peu plus éloignée. La justice, on en a beaucoup parlé. La justice... Et on ne va pas cesser d'en parler. L'inspection générale de la justice, de toute façon, est saisie et donc va regarder notamment les conditions dans lesquelles il y a eu ce cheminement entre les deux parquets de Toulouse et de Auch, parce qu'il y a probablement eu du temps utile qui a été perdu. Quant à la gendarmerie nationale, il y a le sujet de pourquoi à partir du 14 février, selon nos informations, il ne se passe plus rien en termes d'enquête. Et puis il y a aussi ce qu'a déclaré la maman de la petite Rosa, c'est que les gendarmes auraient, j'emploie le conditionnel, c'est sa version à elle, il faut sous réserve de l'enquête administrative, mais lui aurait mal parlé quand elle a téléphoné pour se renseigner et l'aurait menacé Tenté si bien, que ensuite ce sont eux qui l'auraient menacé de porter plainte pour harcèlement. Oui, c'est ça, en disant vous êtes elle téléphonait trop pour essayer d'avoir des informations. L'enquête pour sa fille. Si c'est la vérité. Si c'était avéré, il pourrait y avoir des sanctions administratives à l'encontre des gendarmes, effectivement. Mais en tout cas, eux, ils sont visés par une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il y a les déclarations de la maman qui dit que non seulement il y a eu ces lenteurs, non seulement il y a une procédure où les actes n'ont pas été diligents, mais par-dessus le marché, on lui aurait mal parlé. Non mais Florence Wass, c'est invraisemblable. On en apprend pire en pire à chaque heure. Mais comment est-ce possible que en France, effectivement, on a l'impression à travers cette affaire que on ne fait pas du tout confiance à la parole des enfants, des mineurs. Il va falloir combien d'affaires de ce genre pour que les choses changent? Parce que là, d'accord, tout le monde parle, tout le monde est effondré. Et donc tout le monde dit qu'il faut que les choses changent. Mais vont-elles changer? Non, mais la parole de l'enfant, elle est prise en compte un peu plus maintenant qu'elle l'a été un moment, parce qu'il y a eu cette fameuse évolution, il y a eu la déflagration de l'affaire Outreau, où la parole de l'enfant, du coup, on s'est dit, est-ce qu'elle est fiable? Donc il y a eu toute une période où elle était un peu remise en question. Il y a même certains magistrats, mais dans des cadres un peu différents, qui disaient, oui, d'accord, mais enfin, on voit bien là que... Alors que la colonne vertébrale en matière de protection de l'enfance, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que c'est le concept qui est né de la Convention de New York de 1989. Donc c'est vraiment ce qui doit guider systématiquement au-delà des circulaires, etc. Mais voilà, il y a des loupés. Après, c'est vrai qu'on rentrera dans les détails. Pour répondre tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la garde à vue. Vous savez pourquoi cet homme n'a pas été... Il y a un peu une façon d'agir qui est un peu générale, et je crois que c'est ce qu'a expliqué la procureure c'est de dire que, en fait, on ne place en garde à vue qu'à partir du moment où on a fait un certain nombre d'actes d'investigation, et c'est un peu c'est un peu à la fin du processus. En fait, c'est une question de méthode. En fait, ce que vous voyez, c'est que... Attendez, je finis. Oui, non, mais c'est terrifiant ce que vous dites. En fait, c'est juste une question de méthode. On arrivait là, franchement. Non, mais parce que, en fait, souvent, on constate sur le terrain, quand on s'étonne des lenteurs d'une procédure suite à une plainte, pour mineurs, pas mineurs, etc., que finalement, les gendarmes ou la police va ou s'apprête. Parfois, moi, j'ai eu des gens, alors que l'enquête, elle est couverte par le secret, l'enquête préliminaire, elle est à notre égard, en tant qu'avocat. Mais quelquefois, quand c'est des affaires sensibles, ils nous disent, mais attendez, maître, vous inquiétez pas, par exemple, dans les violences conjugales, violences intrafamiliales, on a l'intention d'interpeller le suspect, on va pas tarder à aller l'interpeller, on va pas tarder à le mettre en garde à vue. Ils nous font quelques confidences, en quelque sorte, vous voyez. Mais c'est vrai que ce placement en garde à vue arrive toujours à un certain moment de la procédure et pas forcément tout de suite dès qu'on a déposé plainte. Ça peut paraître curieux, mais pourquoi? Parce qu'une garde à vue, elle dure 48 heures. Donc, je parle sous le contrôle des enquêteurs ici présents. C'est qu'en fait, souvent, comme la garde à vue ne dure que 48 heures, donc ils ont besoin vraiment de rassembler un certain nombre de preuves qui font qu'au moment où on va placer en garde à vue, on va pas se retrouver avec insuffisamment d'éléments et qu'en fait, cette garde à vue, elle finira, finalement, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Vous voyez? Il faut qu'ils aient des billes. Il faut qu'ils aient des billes. Demandons à Nicolas Eugène, qui est ancien enquêteur spécialisé de la gendarmerie nationale. Est-ce que, effectivement, c'est un des problèmes, le fait que pour garder à vue, il faut des billes, il faut du concret. Tout à fait, mais c'est exactement ça. On a besoin d'avoir des éléments très concrets, très pertinents pour interroger un individu, une personne. Et donc là, visiblement, qui serait suspectée de faits délictueux ou criminels. Ça n'existait pas, c'était pas suffisant pour mettre en garde à vue. La procédure est un peu spécifique par rapport à la protection des enfants et des risques de réitération avec des nouveaux faits. Là, on aurait pu peut-être enclencher plus rapidement la mise en œuvre de placement en garde à vue.
Mais vous comprendrez que dès lors qu'on place en garde à vue, tous les temps qui seront utilisés pour entendre une personne, même s'il n'était pas placé en garde à vue, seront défalqués du temps officiel que on peut placer une personne en garde à vue. Donc effectivement, plus on perd du temps à enquêter pendant le temps de la garde à vue, moins ce temps sera utile à faire aboutir la vérité le plus rapidement possible. Il y a d'autres personnes qui sont violées en attendant avec des temps longs comme ça. Je ne défends pas, c'est terrible d'entendre ça quand on entend, on a des avocats qui se succèdent. Mais il faut l'entendre pour qu'on puisse s'en rendre compte. C'est incroyable. L'officier de police judiciaire. On attend 1 an, on attend 2 ans, on attend 4 ans. C'est pas la norme, je défends pas ce processus. On attend beaucoup trop. On met en danger d'autres personnes. Nicolas Eugène nous explique comment ça se passe, comment le fonctionnement. Christian Proutot. Non mais je crois qu'effectivement, si on ne veut pas prendre en compte qu'il y a des éléments objectifs de procédure à respecter, sinon les droits de la défense ou même les droits tout court sont bafoués, on va tous dans le mur, on résoudra pas le problème. Il faut des procédures, mais peuvent-elles être modifiées ? Justement, je pose juste une question. Je comprends tout à fait ce que vous dites et je me rends compte le travail que vous faites et auquel vous participez qui est majeur compte tenu du problème. Mais mettez-vous à la place des enquêteurs qui devraient avoir en garde à vue quelqu'un qui va leur opposer par rapport à des faits qui avaient 1 an, il me semble. Mais moi, pas du tout. Je n'ai rien. Ah oui, mais commencez-vous à baisser la parole de l'enfant. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que la parole de l'enfant, elle pourra effectivement avoir un certain poids, mais ça sera parole contre parole. C'est ça qui est terrible. Bon, Laure Westphal là-dessus. Oui, là on se focalise sur une affaire particulièrement dramatique, mais j'aimerais quand même qu'on mette l'accent sur le fait qu'elle éclaire toute une série de dysfonctionnements qui ont lieu au quotidien depuis des années, voire des décennies, et qui concernent tout un tas d'enfants, tout un tas de femmes, tout un tas d'élèves à l'école qui déposent des signalements, qui déposent des plaintes, qui font remonter des faits parfois répétés et qui ne sont pas entendus, et pendant le temps de la procédure, ils ne sont pas protégés. Ça, c'est en famille. Par exemple, quand une mère doit emmener son enfant chez le père au cours d'une procédure où c'est pas statué pendant des années. C'est le cas quand un enfant porte plainte pour harcèlement à l'école et c'est finalement l'enfant qui doit quitter l'école parce qu'il n'est pas protégé à l'école. Enfin, il y a tout. Donc pour vous, Laure Westphal, c'est pas simplement un dysfonctionnement, c'est tout un système qui est défaillant. Écoutez, j'entends tous les jours en protection de l'enfance, en libéral, en psychiatrie, des gens qui ne veulent pas porter plainte de peur des rétorsions, de peur de se faire virer. Qui ne veulent pas porter plainte. Qui ne veulent pas, de peur d'être face à leur agresseur, que la victime, de pas être entendue, de pas être crue, que la plainte soit classée, de finalement perdre son travail, de perdre son établissement scolaire. C'est-à-dire que les victimes n'osent plus parler parce qu'elles ne sont pas crues. Et il y a un vrai problème structurel quand même dans le crédit accordé à la parole des femmes et des enfants aujourd'hui. Oui. En ce qui concerne les établissements scolaires, moi qui travaille aussi beaucoup avec la protection de l'enfance, je peux vous assurer que les établissements scolaires déclenchent des informations préoccupantes à tire-larigot. Aujourd'hui, justement, il y a vraiment une tendance à ouvrir le parapluie, même plus que moins, pour se protéger et à faire des signalements. Et de même que, vous voyez, faut quand même être juste avec les services de police. Moi qui ai affaire à la brigade des mineurs, etc., je peux vous assurer que c'est extrêmement sérieux, qu'ils vont même chercher là où on soupçonnerait pas d'aller chercher, qui fouillent un peu partout. Non, mais il faut pas non plus décrédibiliser tout à l'aune de cette affaire. On est dans l'émotion, etc. Mais il faut pas balayer tout d'un revers de la main parce que je peux vous assurer que... Mais le système est améliorable. Bien entendu, mais par exemple, vous avez aujourd'hui, au sein de chaque tribunal, un pôle parquet violence intrafamiliale, il faut le dire, depuis 2023. Et donc, je vais vous dire, on peut pas non plus dire, voilà... Alors, vous dites tous les deux, Guillaume Fardin, un chiffre important. Le ministre a donné le chiffre à 20h de TF1. Le stock, à l'heure où on se parle, d'affaires en cours d'instruction pour des violences sexuelles sur mineurs, c'est 70 000. Voilà. Et la capacité de jugement par an, c'est quelques centaines. Oui. Quelques centaines sont jugées chaque année. Et 2000 pour l'ensemble des violences sexuelles dans ce pays. Et donc, comment vous déstockez ? En fait, la méthode de déstockage, c'est classement sans suite. C'est-à-dire que le ministre a dit qu'il y avait 3 millions de plaintes en attente et que sur ces 3 millions, il n'y a que, entre guillemets, 70 000
qui concerne les viols sur femmes, sur mineurs, etc. Sur mineurs exclusivement. 70 000, c'est mineurs exclusivement. Mais déjà sur 160 000 victimes chaque année. Donc déjà, vous voyez, 70 000 sur 160 000. Bah déjà, il y a une part qui a été évacuée en classement sans suite. Et puis de toute façon, le goulot d'étranglement, c'est la capacité de jugement. Ce qui veut dire, c'est que ça n'a pas été priorisé. Ça veut dire que même si on donne des instructions pour prioriser... comme il l'a fait. Vous avez un tuyau d'entrée, un tuyau de sortie. À l'entrée, on vous dit le stock, c'est 70 000. Donc, c'est-à-dire qu'il y a derrière des victimes. Il y a 70 000 victimes qui attendent que leur affaire aboutisse et qu'un jour, celui qui est accusé, ou celle qui est accusée, mais c'est plutôt les hommes, celui qui est accusé d'être l'auteur, finisse par être condamné. Bon, mais vous regardez ce qui est jugé chaque année. C'est de l'ordre de quelques centaines d'affaires. Quelques centaines d'affaires. Et donc, vous voyez bien comment vous déstockez. D'un côté, vous avez 70 000. Et de l'autre, vous avez quelques centaines annuelles en capacité de jugement. Donc ça veut dire que mécaniquement, au-delà du fait que des dossiers vont traîner des années, d'autres vont finir classés sans suite. Et le chiffre du classement sans suite, il est de 90%. Donc c'est qu'il y a quand même une anomalie. C'est-à-dire qu'il y a des victimes qui ne se signalent pas, et parmi celles qui se signalent, 9 sur 10 n'auront pas de vérité judiciaire, si ce n'est le classement sans suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en train d'essayer de comprendre les conséquences des dysfonctionnements de la justice par rapport à l'affaire de la petite Liana. Les propos du garde des Sceaux ce soir sur TF1 ont été très clairs et nous abordons un pan de ces propos importants, c'est celui des sanctions. Parce que la question se pose, celle des sanctions. Qu'a dit Gérald Darmanin à propos des sanctions ? Écoutons-le. Si jamais les intuitions qui sont les miennes et de ce que je peux en lire dans la presse ou dans la remontée de mes services sont avérées, je proposerai évidemment des sanctions. Je les proposerai au Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis sur ces sanctions, parce qu'en France, il y a forcément des responsabilités. Moi, j'assume les miennes en donnant mes excuses et en parlant devant vous, devant les Français, en répondant aux questions de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'assume mes responsabilités, mais si les faits semblent être confirmés, je proposerai des sanctions, en effet, pour des défaillances, des fautes professionnelles. Alors, comment sanctionner concrètement dans la pratique un magistrat ? D'abord, il doit y avoir une enquête administrative sur la responsabilité individuelle. Ça, si je comprends bien, c'est en cours. Ce sont des enquêtes qui sont en cours. Puis, le Conseil supérieur de la magistrature peut proposer une sanction. Le garde des Sceaux, ensuite, prononce la sanction. Et Christian Proutot, le garde des Sceaux, suit à peu près toujours les préconisations du Conseil supérieur de la magistrature. Et alors ça va concrètement, cette sanction, du simple blâme jusqu'à la retraite anticipée, à l'abandon d'échelon, l'abaissement de son échelon et la révocation. Oui, mais... Tout est envisageable. Bien évidemment. Alors, est-ce que les têtes vont tomber ? Est-ce que des têtes vont tomber ? C'est difficile à dire. Avant, il y a suffisamment de fautes caractérisées selon nous, selon Guillaume et moi, selon vous, pour se dire qu'effectivement, il y aura quelqu'un qui, à un moment, devra rendre compte de la décision qu'il a prise dans son choix. Et que ce choix, étant la conséquence malheureuse de la disparition de Liana, il en porte la responsabilité. Mais ça sera très difficile à démontrer. Ah bah oui, parce que c'est ça. La sanction, elle est individuelle, donc la faute est individuelle. Oui. Enfin, vous est imputable à vous. Donc en fait, là, c'est tout un système. C'est-à-dire que les lenteurs, c'est des lenteurs collectives. Quand vous mettez 13 jours, parce que vous avez une correspondance papier pour la correspondance entre les parquets de Auch et Toulouse, parce qu'en 2026, vous utilisez la voie postale. Bon, ça peut être une stratégie, mais il y a moyen plus moderne. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas ça une très bonne stratégie. Depuis 30 ans, il y a un truc qui s'appelle Internet dans ce pays, et les emails, ça c'est instantané. Donc c'est toujours la voie postale, jusqu'à présent. Pour certaines correspondances, oui, on est toujours au papier dans l'administration judiciaire. Bon, il serait peut-être temps de passer au numérique, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. Enfin, on peut même sauter une étape. Vous voyez, on peut même sauter le numérique directement dans l'IA, et on aura fait comme... Il y aura d'autres problèmes également. Voilà, il y aura des garde-fous, etc. Mais donc, il va falloir démontrer qu'il y a des manquements individuels si on veut sanctionner individuellement. Puisque le garde des Sceaux ne veut pas entendre, c'est dans ce cas précis, c'est l'argument du manque de moyens, parce qu'il soulève un élément, c'est que pour le parquet dans le Gers, le parquet était bien doté, notamment en parquetier, et qu'il n'y a pas de problème de manque de greffiers. Ça c'est ce que dit le garde des Sceaux.
Et du côté de la gendarmerie nationale, les informations qui nous parviennent, c'est que cette brigade territoriale, elle croulait pas sous les affaires de viol sur mineurs. En fait, le stock était à zéro. Ah, le stock était à zéro. Pour cette brigade précisément, pour cette brigade territoriale précisément. Attention, on parle bien de cette brigade. Donc elle peut pas dire qu'elle avait d'autres affaires de viol sur mineurs qui auraient pris le pas sur cette affaire de viol sur mineurs. En fait, des affaires de viol sur mineurs, selon nos informations, il n'y en avait qu'une seule. C'était celle-là. Et donc on peut pas dire on est débordé par les affaires de viol sur mineurs. Dans ce cas précis, il y a d'autres cas. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire, j'espère. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... S'il n'y en avait qu'une et que c'était celle-là... Les arguments qui sont généralement avancés dans ces situations, c'est nous manquons cruellement de moyens. Ce qui est vrai de manière générale. Mais au cas particulier, cet argument-là, il n'est pas jugé recevable par le ministre de l'Intérieur et par le garde des Sceaux. Alors, Bruno, il y a eu énormément de réactions, bien évidemment, depuis hier et surtout depuis ce matin. Bruno Retailleau, qui est candidat à la présidentielle de 2027, a, lui, une idée sur ce qu'il faudrait faire en amont pour éviter ce genre de situation. Je pense qu'il faudrait, là encore, une peine, et je suis favorable, moi, à la castration chimique sans volontariat, sans consentement. Aujourd'hui, elle est possible. Depuis 2005, elle est possible, mais sur la base du volontariat. Désolé, quand on a des individus qui ont aussi un dérèglement hormonal qui peut les conduire, avec leur pulsion, au pire des crimes, eh bien, on traite la cause, justement, de ce dérèglement. Oui, Laure Westphal, sur cette proposition. Oui, alors donc sur le dérèglement hormonal, il se trouve qu'il s'agit dans le cas de la perversion d'un dérèglement du rapport à la loi. Pas seulement hormonal, oui, c'est ça. Même plutôt complètement mental, le dérèglement. C'est le rapport à la loi qui est problématique. Donc il est complètement à côté de la plaque, là. Donc appliquer les lois, ce serait peut-être... Déjà bien. Ce serait déjà bien et suffisant, si c'était vraiment appliqué, pour endiguer un certain nombre d'individus qui, effectivement, transgressent au fur et à mesure qu'on les laisse dans l'impunité. Cynthia Illouz. Écoutez, déjà, avant d'aller les castrer, il faudrait déjà aller les chercher, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on a bien compris pour l'instant. Donc, je veux dire, ça paraît quand même assez basique. Et des cas comme ça, on les enchaîne. Non, mais c'est terrible, mais on les enchaîne. Moi, j'en ai plein des histoires comme ça à vous raconter, qui datent d'il y a quelques jours. Et même quand on les met derrière les barreaux, on les libère bien avant. Vous avez vu, c'était il y a 2 semaines, cet homme qui était condamné à 30 ans de prison pour 300 viols, la jeune fille a reçu la lettre. J'ai l'honneur de vous informer que, en gros, votre violeur va être libéré la semaine prochaine. La petite Karine Jambu, 30 ans, il fait 8 ans. Enfin, je veux dire, il y a un problème, c'est systématique, c'est le fiasco judiciaire de trop. C'est exactement votre titre. Oui. Florence Rouas, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre comme réel changement ? Alors non, parce qu'aujourd'hui, il faut préciser quand même qu'il y a l'injonction de soins, mais qui est dans le cadre de l'exécution des peines, et non pas en amont. On ne prend pas les gens, on ne peut pas les... Non, mais bien évidemment. Donc c'est dans le cadre d'une injonction de soins qu'il y a et qu'il peut y avoir un traitement inhibiteur. Inhibiteur, oui. Et avec l'accord. C'est ce à quoi faisait allusion Bruno Retailleau. Oui. Mais non, lui, il dit sur la base du volontariat. Mais parce que c'est déjà le cas. Il faut que le mis en cause, la personne concernée, puisque c'est dans le cadre d'une exécution de peine, donc ça veut dire quelqu'un qui est déjà condamné, mais ça peut être sous le cadre de la libération conditionnelle, une peine de sûreté, etc. Parce que c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'injonction de soins, donc c'est une peine complémentaire. Et lui, je ne sais pas précisément ce qu'il suggère, mais en tout cas, la castration chimique entre guillemets, je crois qu'elle existe dans d'autres pays. Il dit contraint, c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez un agent, alors je ne sais pas si c'est l'administration pénitentiaire ou une autre administration, qui va prendre des pilules et vous les mettre de force dans la bouche. C'est un peu étrange comme façon de procéder. D'autant plus que dans l'affaire dont on parle, c'est pas ça qu'on demande. On aurait simplement voulu que cet homme mis en cause soit entendu plus tôt. Il ne parle pas du tout de ce qui est le sujet. Et en plus, il n'est pas question d'avoir des mesures a priori. Il est simplement question d'appliquer la loi. Et s'il y avait une garde à vue plus tôt, ça pouvait changer la tournure de toute cette affaire. Donc il n'y avait pas besoin de grandes révolutions et ni d'aller mettre des pilules dans la bouche de quelqu'un contre son gré. Finalement, tout le monde est quand même très, très gêné aux entournures quand il s'agit d'appliquer seulement la loi. Oui, et c'est pour ça que tous ceux qui
politiquement récupèrent cette affaire actuellement sont, à mon avis, inconscients. Ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'il suffisait de changer les gouvernements pour que les gens appliquent la loi, eux qui continuent, il ne faut pas oublier que les policiers, les gendarmes, les juges, ils travaillent, ils continuent de travailler quand les politiques changent. Or, dire que c'est la politique qui amène à avoir ces défaillances est, à mon avis, complètement à côté de la plaque. Ce qu'il faut, c'est faire appliquer les lois quand on est en poste. Et faire en sorte que, justement, les enfants, parce qu'il y a un vrai système, un vrai problème au niveau de la protection de l'enfance, entre autres, mais également des femmes, et on se rend bien compte qu'il a fallu qu'il y ait un MeToo pour que tout... Oui, et encore, c'est loin d'être idéal. Hein, on est franchement, il y a encore du progrès à faire. Mais au niveau des enfants, dans tous ces domaines. Au niveau des enfants, je pense qu'il y a un vrai problème. Un vrai problème. Mais justement, Nicolas Eugène, vous étiez sur le terrain pendant plusieurs dizaines d'années. Est-ce que c'est si difficile que ça de faire appliquer la loi ? Non, je pense pas que ce soit difficile. Alors pourquoi ça n'a pas été fait ? Là, concrètement... Par vos anciens collègues gendarmes. Oui, alors je suis pas là pour faire le procès de mes ex-camarades de gendarmerie. Oui. Mais vous avez vous-même quand même... Vous êtes quand même... territoriale, les enquêtes plus complexes de ce type, c'est pas tous les matins, clairement. Mais on peut penser que si l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête avait alerté son autorité supérieure pour lui dire non, je ne suis pas en capacité de traiter cette affaire, rend compte à son commandant de compagnie de gendarmerie qui va lui-même désigner la brigade de recherche plus compétente dans le matière de police judiciaire, on peut penser qu'on aurait accéléré la procédure en matière pour amener sur une garde à vue possible. Oui. Mais là, concrètement, il faut noter quand même aussi en gendarmerie, nous avons bien évolué. La maison de protection pour les familles a été mise en place avec le recueil des auditions de mineurs dans des conditions favorables pour écouter la parole de l'enfant. La gendarmerie a fait de réels progrès. Il y a vraiment des personnels masculins, féminins qui ont été formés à ce titre. Et on peut souligner quand même qu'il y a un engagement. Il y a une formation, il y a une évolution, il y a une amélioration. Mais bien sûr, tous les services de police. Ça veut dire qu'on partait de loin, et pas que la brigade des mineurs, mais dans tous les services de police gendarmerie, vous avez un service dédié, des gens dédiés à recueillir la parole de l'enfant qui sont formés à cela. Et encore une fois, je le disais ce matin, même les juridictions, quand elles se sentent pas en capacité d'entendre l'enfant pour des raisons multiples, font appel à des experts psychologues pour recueillir cette parole de l'enfant dans de bonnes conditions. Donc il y a vraiment des progrès. Les enquêteurs sont des papas et des mamans également. Donc sachez bien que derrière, s'ils avaient soupçonné qu'il y avait vraiment quelque chose ou quelqu'un à protéger, ils l'auraient fait très rapidement puisque ce serait mis à la place d'un parent. Donc faut pas l'oublier non plus. Ce soir, l'information, c'est également ce qui se passe à l'international et plus spécifiquement en Roumanie. Ce matin, un drone maritime a explosé dans le port civil de Constanta en Roumanie. Il n'a pas fait de victimes, mais c'est le deuxième incident de sécurité majeur survenu cette semaine, le deuxième cette semaine, sur la côte roumaine, après la découverte d'une mine marine. Comment ça s'est passé ? Eh bien, écoutons, regardons ces images qui ont été tournées par un JRI, donc un journaliste reporter d'images de la télévision roumaine. Oui, Michel Goya, on voit bien, donc là effectivement, c'est un drone naval. Oui. Alors, simplement, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde s'attendait à ce que ça soit un coup des Russes, si je puis dire, sauf que c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans l'après-midi, les autorités roumaines ont levé les alertes sur le port après que les forces navales ukrainiennes ont déclaré que ce matin, elles avaient perdu le contact avec l'un de leurs drones navals. Justement, mais à cause de quoi, disent-elles ? À cause des interférences du brouillage russe.
Oui, mais c'est certainement le cas, de toute façon. En réalité, elles ont perdu le contact avec 3 drones navals, des Sea Baby, pour être précis. Donc, rappel, drone naval, c'est sorte des petits bateaux, en réalité, qui vont au ras de l'eau et qui peuvent porter, leur particularité, comme c'est sur l'eau, ça peut porter des charges beaucoup plus importantes que pour les drones aériens. Donc, on peut aller jusqu'à 800, voire une tonne d'explosifs sur ces drones navals. Et 3 qui étaient certainement lancés en direction de la Crimée, puisque c'est quand même la cible première de ces attaques, ont été détournés et un s'est retrouvé effectivement dans ce port qui est, il faut le rappeler, évidemment très proche de l'Ukraine, et 2 autres qui ont été, qui ont explosé à peu près 140 km. Donc oui, c'est un accident. Heureusement, évidemment, ça n'a pas fait beaucoup de victimes. Les autorités roumaines ont eu le temps de boucler la zone, d'évacuer effectivement toute la zone. Mais voilà, c'est partie des accidents lorsqu'on est à côté d'une ligne de front, même d'une ligne de front maritime. Oui, mais justement, Xavier Titelman, vous avez rejoint également, vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Regardez la photo de ce drone naval, donc ukrainien, qui, lui, n'a pas explosé. Parce que donc, il y avait 3 drones, dont un qui n'a pas explosé, celui-là. 3 drones navals. Après, on est habitué à le voir parce qu'il est présenté très régulièrement par les Ukrainiens qui commencent même a priori à l'exporter vers le Moyen-Orient. Et donc, effectivement, dans certains cas, ils peuvent se perdre. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'étonne surtout, c'est que ça révèle peut-être une des technologies que les Ukrainiens nous avaient pas dit. Parce que pour se faufiler dans le port, pour rentrer à l'intérieur, derrière les digues, c'est peut-être qu'il y a une... Regardons d'ailleurs la carte. Quentin, notre chef d'édition, va nous la montrer. La carte du port, de là où exactement, où est arrivé ce drone naval. Vous voyez, c'est bien à l'intérieur de cette digue du port de Constanța. Que ça dérive, c'est une chose. Il n'y a pas de courant qui va amener le drone dans un port de cette manière-là. Donc, à mon avis, comment ont-ils fait alors ? Ça révèle que ces drones ont certainement des formes de reconnaissance optique. Ils reconnaissent une digue, ils contournent la digue et il va se mettre à l'intérieur du port. Et c'est parce que quand on est dans des environnements brouillés, ce qui est le cas de la péninsule de Crimée, en fait, il n'y a pas de GPS, donc il n'y a pas le Starlink par lequel les pilotes ukrainiens peuvent piloter le drone jusqu'à l'impact. Donc là, ça me révèle a priori qu'il y aurait des moyens de navigation autonome des drones navals qui reconnaissent des formes, qui reconnaissent des cibles, qui reconnaissent des bateaux. Et là, malheureusement, il s'est orienté par erreur vers un port roumain. Oui, Stéphane Marchand, bonsoir. Vous êtes Pardon, je vous présente comme ça ce soir parce que c'était pas possible de faire autrement. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Pour l'Écho, ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. Ces drones, c'est quand même un outil majeur, constant, dont on ne cesse de parler, côté russe, côté ukrainien. Les 2 armées excellent en la matière, mais là, le drone naval, on n'a jamais parlé de drone naval russe d'ailleurs. Alors c'est vrai, c'est une spécialité ukrainienne. Ce que l'on découvre avec les drones, c'est que c'est une arme puissante, c'est l'arme du futur, et en même temps c'est une arme à double tranchant. Parce qu'on voit à quel point le brouillage peut permettre de faire des choses. On a vu dans les pays baltes, par exemple, toute une série d'incidents où des drones tirés par les Ukrainiens sur la Russie étaient brouillés par la Russie et aboutissaient sur le territoire des pays baltes. Alors qu'on sait que les pays baltes, c'est vraiment l'endroit où pourrait un jour exploser un conflit, entre guillemets, par erreur. Donc c'est une arme, et le seul moment où on a cessé d'avoir ces problèmes de brouillage pour les drones, c'est quand les Russes ont, je crois, inventé les drones philo-guidés, qui eux n'étaient pas brouillables. Mais on peut pas avoir des drones philo-guidés sur très très longue distance, j'imagine. Donc... Oui, il y a également aujourd'hui 5 Azerbaïdjanais qui ont été tués dans des attaques de drones sur 2 navires de fret en mer d'Azov. Et Moscou a déclaré que cette frappe, qui a tué ces 5 Azerbaïdjanais, a été effectuée par l'Ukraine. Il y a aucun doute, Xavier. Là, il y a aucun doute. Vous voyez, pour une fois, on peut croire les Russes. Les Russes ont dit. Vous voyez la carte là des attaques revendiquées par les Ukrainiens aujourd'hui et hier. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est 5 attaques en une demi-heure sur 5 bateaux qui sont au sein de la mer d'Azov. Donc logiquement, c'est une mer intérieure à la Russie ou l'Ukraine occupée. Donc pour pouvoir accéder à cet endroit, déjà c'est quand même un tour de force. On voit bien la carte. Là, on voit bien que la mer d'Azov effectivement est quasi fermée. Donc c'est une prouesse d'avoir réussi ces attaques exactement dans cette profondeur-là. Et le but, encore
encore une fois, parce que les Russes essaient de contourner. Vous savez que les Ukrainiens tapent beaucoup sur les lignes logistiques qui sont sur le sud de l'Ukraine occupée, qui permettent du coup d'assécher notamment le front de Zaporijjia, dans lequel les Russes sont en difficulté. Et les Russes essaient de contourner ces difficultés en mettant des allers-retours de bateaux qui viennent de la Russie vers l'Ukraine occupée pour éviter d'utiliser cette route qui est vraiment massivement détruite, où beaucoup de camions sont aujourd'hui détruits. Oui, Donc là, c'est pour empêcher les Russes de continuer à alimenter leur front. Je pense vraiment que stratégiquement, les Ukrainiens sont en train de réussir de fort dans cette zone. Richard Verly, vous nous avez rejoint, vous êtes correspondant en France pour le quotidien suisse Blick, et vous avez écrit ce livre avec ce beau titre, enfin ce titre choc, cette Amérique qui nous déteste. Est-ce que vous pensez, comme Xavier Titelman, que les Ukrainiens sont devenus maîtres en la matière de drones et que c'est suffisant pour modifier quelque chose dans cette guerre? On va venir juste tout de suite après justement sur des drones qui ont attaqué, c'était symbolique mais très important, avant-hier, le début du forum économique à Saint-Pétersbourg où se trouvait Vladimir Poutine. Aujourd'hui, pas mercredi, mais aujourd'hui. Alors, l'expertise ukrainienne en matière de drones, elle est avérée, que ce soit des drones aériens ou des drones navals. La meilleure preuve, ça a été dit, je crois, par Xavier, c'est que les Ukrainiens étaient en tournée récemment au Moyen-Orient pour vendre leur technologie dans un contexte où, effectivement, les pays du Golfe Persique ont besoin, cette fois, de se défendre contre les drones iraniens, mais également de riposter. Non, un mot peut-être sur la Roumanie. Moi, ce sur quoi je garderai un œil, c'est les réactions politiques en Roumanie. Parce que ça fait plusieurs incidents de drones qu'on a dans ce pays. Et si ça devait se multiplier, il est très très probable que ça va créer des remous politiques dans un pays qui n'a pas du tout envie d'être contaminé par la guerre en Ukraine. On a vu qu'en Pologne, vous vous souvenez, à une époque, ça a fait monter, il y a eu des bouffées de sentiments anti-ukrainiens suite à des incidents de ce type. Et je serais pas surpris que ça survienne en Roumanie également. Donc politiquement, c'est toujours tangent ce genre de situation. Je rappelle, je crois que c'est toujours vrai, je parle sous le contrôle de Michel, qu'il y a des soldats français toujours déployés en Roumanie. Et dans une zone qui est assez proche du port de Constanta d'ailleurs. Oui, bien évidemment. Alors arrêtons-nous un instant aussi. Sophia Mara, vous nous avez rejoint. Bonsoir, vous êtes grand reporter, spécialiste entre autres du Moyen-Orient. Sur ces images qui nous sont parvenues, qui nous viennent de Saint-Pétersbourg. Voilà, ces images, ce sont celles qui ont été prises par un marin. Là, on voit la corvette russe Boïki, donc on est dans le port de Saint-Pétersbourg, qui est porteuse d'armes, de missiles et de missiles guidés, qui est en feu, donc suite après avoir été ciblé par un drone ukrainien, mercredi, lors du jour d'ouverture de ce grand forum économique de Saint-Pétersbourg. Oui, et c'est un coup symbolique très fort, parce que c'est vraiment le Davos russe, hein, et le fait que dès l'ouverture, le premier jour, rappelez-vous déjà pour la fête du 9 du mois dernier, les Ukrainiens avaient très cyniquement dit on vous donne l'autorisation de défiler, on n'attaquera pas le défilé du 9. Là, aujourd'hui, c'était avant-hier en tout cas, pour l'ouverture, eh bien, les participants sont arrivés dans une ville où des colonnes de fumée, eh bien, s'élevaient dans le ciel suite à ces attaques. Et donc, ça répond à votre question aussi partiellement pour dire que les Ukrainiens, en fait, sont capables de frapper sur tous les fronts. Alors, effectivement, évidemment, avec des erreurs et du brouillage russe qui peuvent mener aux incidents de la Roumanie, sachant quand même qu'il n'y a pas eu de victimes, n'est-ce pas ? Même pas de blessés, et c'est heureux. En Roumanie, si, il y a eu des blessés. Alors, au bilan, non, il n'y a pas eu de morts, mais des blessés, effectivement. Oui, alors, il n'y a pas eu de morts, pardon. Ce sont des blessés légers, c'est-à-dire il n'y a pas de victimes graves, mais évidemment, ça reste alors, vous voyez ces images, ces dates de mercredi, effectivement, à Saint-Pétersbourg. Il est loin le temps où les dirigeants d'Europe occidentale, ainsi que beaucoup de journalistes, d'abord aussi de médias occidentaux, dont je ne faisais pas partie, je le souligne, se pressaient à ce forum économique à Saint-Pétersbourg, justement parce que Vladimir Poutine et toute l'élite russe y étaient présents. Donc il a été ouvert mercredi dans la ville natale de Saint-Pétersbourg, de Vladimir Poutine. C'est sa ville natale, c'était bien sûr Leningrad à l'époque. Vladimir Poutine y était aujourd'hui. Aujourd'hui, il a prononcé un discours annuel, dans lequel il a bien sûr minimisé la situation économique de la Russie, mais il a aussi, vous allez l'entendre prononcer ces mots assez étonnants par rapport au rôle de médiateur de Donald Trump dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine.
L'auteur de la lettre souligne que les accords conclus à Anchorage ne doivent pas être suivis et qu'il faut rechercher de véritables garants d'éventuels accords entre la Russie et l'Ukraine et qu'il faut les chercher en Europe. Peut-être que des garants fiables sont toujours utiles, mais je ne comprends pas très bien pourquoi l'administration américaine et le président Trump se voient refuser un tel rôle. Ils veulent recevoir des armes des États-Unis, mais pour une raison quelconque, ils ne veulent pas voir l'administration américaine et le président Trump comme garants. Cela soulève des questions. Alors, explication, Vladimir Poutine fait référence à l'auteur de la lettre. Il ne donne pas son nom. L'auteur de la lettre, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Parce que hier, Volodymyr Zelensky a publié une lettre ouverte dans laquelle il dit ceci: l'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un engagement direct entre vous et nous. Il s'adresse au président russe Vladimir Poutine. Je propose une rencontre. Il faut dire que Volodymyr Zelensky a posté cette lettre sur le site officiel de la présidence ukrainienne après que, parce que c'est un feuilleton, quelques heures après que Vladimir Poutine avait lui-même décrété qu'il fallait peut-être terminer ce conflit, puisque en ce moment c'est plutôt ce qu'il dit. Michel, oui. On a l'impression là, non, on n'a pas l'impression que ça va aboutir, mais en tout cas on a un changement de part et d'autre de vocabulaire. Oui, de vocabulaire. Après, sur le fond, ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est à peu près la ligne ukrainienne depuis au moins un an, de dire, voilà, on arrête tout sur la ligne de combat. Oui, enfin, sur la rencontre en tête-à-tête, là, c'est quand même relativement nouveau, parce qu'on est quand même passé par des tas de phases. Vous vous souvenez, à un moment donné de la guerre, Volodymyr Zelensky ne disait pas du tout ça. Il disait et puis les Russes disent que Volodymyr Zelensky est illégitime. Donc, ça n'est pas réglé, cette histoire. En septembre 2025, il y avait la même proposition de se rencontrer. Oui. Et la même réponse d'ailleurs, venez à Moscou, et la même réponse à la réponse de Volodymyr Zelensky disant non, c'est pas possible. En revanche, Turquie, pourquoi pas, un pays tiers, pourquoi pas. Donc sur le fond, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, c'est le contexte qui lui donne peut-être un peu plus de poids. D'abord, c'est une lettre ouverte. C'est pas une lettre diplomatique envoyée directement au chef d'État adverse. C'est une lettre ouverte, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde, quoi. Et ça s'adresse notamment à l'entourage véritablement de Poutine pour faire comprendre que effectivement c'est peut-être le moment d'arrêter. Et ce que je pense beaucoup de gens en Russie, effectivement. Donc on appuie là-dessus. Et puis c'est un contexte militaire, c'est-à-dire que là, quand il dit ça. Volodymyr Zelensky, il dit sur le terrain, écoutez, voilà, de toute façon, là, c'est bloqué, votre offensive, elle est complètement bloquée, on est en train de vous paralyser, vous ne vous emparerez de Kramatorsk et Sloviansk, qui est votre objectif ultime, et ça, on le prouve, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus du côté russe. Apparemment, il n'y a plus d'espoir. On se bat quand on a l'espoir d'obtenir quelque chose. Mais là, dire non, l'espoir, soit vous trouvez des idées nouvelles, soit vous devez constater l'échec. Et donc, il profite un peu de ce moment pour appuyer dans une lettre qui, au passage, qui a une certaine hauteur. Je veux dire, il n'insulte pas Poutine. Il dit maintenant, ok, on se rencontre d'homme à homme, éventuellement, et puis on arrête cette boucherie, quoi. Oui, mais pour rester sur le sujet de la médiation du conflit par Donald Trump, parce que ça c'est important. Et pour Volodymyr Zelensky et pour Vladimir Poutine, mais ils n'ont pas le même point de vue là-dessus, puisque Vladimir Poutine a insisté aujourd'hui même dans ses propos depuis le Forum économique de Saint-Pétersbourg sur le fait que seul Donald Trump était finalement capable de discipliner le président ukrainien. Nous avons tous vu comment Donald Trump a discipliné l'auteur de cette lettre devant le monde entier, en soulignant son code vestimentaire. Первую кровь, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер.
Oui, Stéphane Marchand, on note bien là le ton relativement ironique de la part de Vladimir Poutine, qui visiblement a lui apprécié ce qui s'est passé dans le bureau ovale le 28 février dernier. Oui, lui, il a, avec Donald Trump, le président américain rêvé, en tout cas, il le pense, et il commence à faire ses calculs. Donald Trump n'est là que jusqu'en janvier 2029, et comme la guerre s'éternise, il faudrait savoir si Donald Trump va enfin faire ce que Poutine rêvait qu'il fasse, c'est-à-dire ramener, comme il dit, Volodymyr Zelensky à la raison, et l'obliger absolument à cesser les opérations militaires et à accepter des compromissions territoriales. Le problème, c'est l'Ukraine, en fait, dans ce schéma. C'est que le président Zelensky a finalement quasiment renoncé à l'aide américaine. Il l'a à plusieurs fois dit de manière assez explicite. Et sur le plan militaire, aujourd'hui, la proportion d'armement qui vient directement des usines ukrainiennes est utilisée sur le front est proche de 40 voire même de 50%, certains disent. Donc l'équation devient beaucoup plus compliquée pour Vladimir Poutine. Et en plus, effectivement, comme le disait hier Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, non seulement ses buts initiaux étaient absurdes, mais les buts secondaires qu'il s'est fixés, ces buts de repli, ne seront jamais atteints. Oui, alors vous avez raison. Profitons-en pour écouter ensemble ce qu'a dit Marco Rubio mercredi à propos de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, devant une commission d'enquête parlementaire. L'invasion de l'Ukraine s'est avérée être un désastre stratégique pour eux. Il est certain qu'ils n'atteindront pas les objectifs qu'ils s'étaient fixés au premier jour. Et ils ne seront peut-être jamais en mesure, sur le plan militaire, d'atteindre les objectifs qu'ils exigent aujourd'hui dans les négociations. J'ajouterai également que, selon notre point de vue, cette guerre n'a pas de solution militaire. Elle doit aboutir à un règlement négocié. Sophia Amaral, là on voit bien qu'il y a une grande différence entre les propos de Marco Rubio, là très clair sur ce conflit. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu du point de vue américain des propos d'une telle nature, et ce que dit généralement Donald Trump. Tout à fait. C'est des propos évidemment beaucoup plus posés, beaucoup plus réalistes, même si on note quand même qu'il ne prend pas fait et cause, ou qu'il ne se range pas du côté de l'Ukraine comme le feraient ou comme le font les pays européens. Ce qui fait que de toute manière, l'Ukraine n'a pas le soutien qu'elle espère, ou qu'elle espérait, ou qu'elle a longtemps espéré des Américains. On a vu que Poutine, par ailleurs, était il est persuadé de la capacité de Trump à tordre le bras, à discipliner Vladimir Poutine, puisqu'il fait référence à ce triste épisode à la Maison Blanche, avec beaucoup d'humour. Dans la lettre de Volodymyr Zelensky envoyée à Poutine, lui aussi fait de l'humour, tout en restant, comme vous le disiez, colonel Goya, très digne et respectueux, à sa place, effectivement. en tant que chef d'État. Par contre, il disait, vous avez vu que nos drones peuvent vous atteindre n'importe où, et que vous n'avez pas tout vu de nos capacités militaires, et vous le savez. Donc voilà, on en est là, et moi je suis d'accord que rien n'a réellement changé par rapport aux positions d'il y a un an. Cela dit, la situation pour les Russes, pour Moscou, a changé, et on sent bien que le président Poutine, le président russe, veut essayer de s'en sortir. Mais pour l'instant, peut-être que les Américains y arriveront, mais je n'y crois pas. Alors, après cet échange d'amabilité entre le président ukrainien et le président russe, et ses propos sur éventuellement se rencontrer, qui a réagi ? Eh bien, Donald Trump, vous allez l'entendre, qui a l'air absolument ravi de l'éventualité de cette rencontre. Le président Zelensky a écrit une lettre au président Poutine pour proposer que les deux se rencontrent pour conclure la guerre en Ukraine, parce qu'il dit que vous êtes trop occupés avec la guerre en Iran. Je suis heureux qu'il parle de moi. Je pense qu'on est très important pour cela. Mais je pense que ce serait très bien s'ils pouvaient se rencontrer. Ils devraient le faire. Richard Verly, bon, d'abord, Donald Trump, effectivement, est content que les deux dirigeants aient parlé de lui et de son importance, mais surtout, je crois que ce qu'il faut retenir de ce propos de Donald Trump, c'est qu'il est ravi éventuellement de ne plus avoir à s'en mêler. Ça, c'est évident. Je vous fais rire. Non, mais c'est évident qu'il est ravi, Donald Trump, de plus avoir à s'en mêler, parce que... Si le Russe et l'Ukrainien pouvaient s'entendre et que cette guerre se termine, il serait vraiment content. Mais parce qu'il faut reconnaître que, de toute façon, parce qu'il est le président des États-Unis d'Amérique, il est sûr
que d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine le consultera et l'Ukraine n'agira pas sans l'avoir consulté. Donc de ce point de vue-là, il est bordé en quelque sorte. Et de l'autre, il espère toujours obtenir cette fameuse reprise des relations économiques avec la Russie, qui est son grand rêve, vous le savez mieux que nous sur ce plateau. Moi, ce qu'on a quand même oublié de dire, c'est que c'est un très joli coup diplomatique de Volodymyr Zelensky d'avoir fait cette lettre ouverte, de l'avoir fait maintenant, au moment du forum de Saint-Pétersbourg, devant une audience qui, même si elle est acquise au président russe... Et savamment choisi. Oui. Savamment choisi, parce que même cette audience acquise au président russe, elle voudrait faire du business, elle voudrait la fin de cette guerre. Donc on a là une preuve de maturité. Il leur vole la vedette. Absolument. On a une preuve de maturité diplomatique, on le savait, de Volodymyr Zelensky qui, à nouveau, est éclatante. Et puis, par ailleurs, quand même, être obligé pour Vladimir Poutine de faire référence à la fameuse algarade à la Maison-Blanche entre Zelensky et Trump, moi je trouve que c'est d'une certaine manière s'abaisser, parce que il en vient à citer les problèmes vestimentaires et les remarques de Trump que tout le monde, que le monde entier, très franchement, a trouvé nul. Tout le monde a trouvé Donald Trump nul dans cette séquence. C'est pas à la hauteur. C'est très petit. Donald Trump n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'un président des États-Unis. Et c'est ça que Vladimir Poutine a retenu. La Russie pourrait attaquer l'Europe occidentale ou un des 3 pays baltes d'ici 2030, 2028, on ne sait plus. Les Baltes disent plutôt 2027. Bon, à écouter les uns et les autres, ça serait quasiment imminent, en tout cas dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre britannique Keir Starmer qui l'affirme. Selon l'évaluation de nos services de renseignement ainsi que celle d'autres pays de l'OTAN, il pourrait y avoir une attaque de la Russie contre l'OTAN en 2030. Et en 2030, sous-entendu, Michel Goya, le Premier ministre, sous-entend, il faut être prêt. Oui, bien sûr. Mais c'est le même discours que l'on a en France. Le discours officiel, c'est il faut se préparer. Oui, mais en France, j'ai pas entendu de date comme ça. Si. On a à peu près la même date. Oui, le chef d'état-major des armées, notamment, a dit voilà. D'ici 2030, d'accord. Il faut se préparer à 2030. Alors le problème étant d'ailleurs que dans nos préparations, même matérielles, dans la loi de la programmation militaire, le gros des équipements les plus modernes doit arriver. On sera prêt en 2035. Voilà, matériellement. Ah d'accord. Il y a un petit décalage. Non mais Michel, un décalage de 5 ans. Vous regardez la loi de programmation militaire et ce qu'on annonce, oui, il y a un décalage. Les projets de livraison ne sont pas pour être prêts en 2030, en tout cas. Voilà, on ne sera pas au top en 2030, ça c'est clair. Au moins, au point de vue équipement. Maintenant, en réalité, on n'en sait rien, évidemment. Mais on ne peut pas mettre les bouchées doubles. Non, on ne peut pas. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup disserté, mais ça m'étonne toujours. Il faudrait faire de nouvelles commandes, sortir un peu plus d'argent. Oui. Enfin bref. Xavier Titelman a la réponse. Quoi ? Faudra acheter ukrainien. Oui, les Italiens officiellement achètent des robots terrestres. Les Suédois officiellement se forment. Leurs instructeurs de l'armée suédoise sont en Ukraine pour apprendre. Qui, selon vos informations, Xavier Titelman, n'achète pas encore ukrainien? Donc nous, Français? Nous, parce qu'on a une souveraineté qu'on veut à tout prix maintenir. Mais ça vous gêne? C'est une très bonne chose. Bon. Mais d'un autre côté, on accepte des trous dans la raquette. Donc peut-être qu'il faudra accepter d'acheter ukrainien en attendant d'avoir des équipements souverains. Oui, mais les Ukrainiens, ils font un travail formidable sur le plan industriel. Ils fabriquent des armements super. Mais en même temps, en termes d'échelle, ça n'est rien par rapport à ce que la Russie est capable de faire. Les Ukrainiens produisent plus que la Russie. L'Ukraine ne va pas résoudre le problème de l'Europe en matière de production d'armement. Non, mais on peut produire sous licence des équipements, à l'image du missile Flamingo, le missile à 3000 km de portée, qui est en train d'être produit maintenant sous licence au Danemark et qui va certainement remplacer le missile Tomahawk américain, notamment en Allemagne. Il y a beaucoup de discussions en ce sens. Il faut juste se dépêcher de le faire pour pouvoir être opérationnel le plus rapidement possible. Enfin, c'est quand même hallucinant que toute l'Europe, avec sa splendeur et sa grandeur, ait besoin d'un pays en guerre, comme l'Ukraine, pour s'armer. Ils produisent plus de missiles que toute l'Europe réunie, plus de blindés que toute l'Europe réunie. J'entends bien. Infiniment plus de drones. Mais est-ce que ça vous interpelle pas? Enfin, est-ce que vous trouvez oui, mais est-ce que c'est quand même assez inquiétant? Parce qu'on n'a pas fait les efforts en 2022 quand on a dit qu'on se mettait en machine de guerre et qu'on allait faire des investissements incroyables. Là, on parle par exemple de véhicules. Vous savez, le Serval, le véhicule blindé de l'armée de terre, le Serval, dédié à la lutte anti-drone, il doit être livré en 2031. Pour être certifié par la direction de l'armement, pour pouvoir être monté en cadence industrielle en 2033. Donc s'il faut faire la guerre en 2030 et qu'on a nos Serval qui commencent à être livrés vraiment
à un rythme normal en 2033, logiquement, on n'est pas capable de se défendre contre les drones avant 2033. Pourquoi les Russes attendraient qu'on soit équipés ? Il faut qu'ils se dépêchent dans ce cas-là. Oui, par ailleurs, on peut quand même avoir une petite nuance. Alors, il y a une petite dose de cynisme là-dedans, mais quand l'Union européenne donne un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a débloqué, donc une partie pour l'équipement militaire, il y a l'idée derrière, c'est que l'Ukraine va utiliser cet argent pour ses propres industries et que ça va profiter à l'Europe. Oui. Bien évidemment. Oui, affaire à suivre effectivement du côté des équipements de l'Europe par les Ukrainiens. Passons à l'autre guerre, la guerre au Moyen-Orient, puisque nous venons de recevoir ce son de Donald Trump. Enfin, je vais vous le dire. Donald Trump vient de déclarer ceci, je le cite, « Nous en sommes à un point où nous allons nous retirer très rapidement d'Iran. Et cela va se faire de manière très ferme. » On écoute Donald Trump. Nous sommes à un point où nous allons nous retirer très rapidement d'Iran. Et cela va se faire de manière très ferme, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par un bout de papier ou par la force. La voie la plus ferme est peut-être la plus facile. Mais nous allons nous en sortir. Oui, Sophia Amara, est-ce une nouvelle rodomondade de la part de Donald Trump ? Là, il est quand même, nous allons nous retirer très rapidement d'Iran. Mais c'est-à-dire d'où exactement ? d'Ormuz ? Alors, déjà... oui, parce qu'ils ne sont pas en Iran sur la terre ferme, je suis désolée. On le sait, ils n'y sont pas. Se retirer de manière très ferme, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, premièrement. C'est viril. Oui. Pour exprimer sa virilité quand on abandonne. Voilà, partir comme un prince. Partir comme un prince, c'est l'explication là de Michel Goya, j'adore. Voilà, et exactement. Et il s'est déjà retiré en réalité, parce qu'il a retiré tous les moyens qu'il avait de faire plier l'Iran. Et l'Iran l'a bien compris, c'est pour ça qu'il patine autant dans ses négociations. Il lui reste évidemment des bâtiments et des avions et ses bases dans les pays du Golfe notamment. Mais en réalité, il s'est déjà retiré. Ce qu'il essaye aujourd'hui de faire, c'est simplement de se retirer la tête haute et d'obtenir un semblant de victoire à montrer lorsque toutes les forces seront retournées sur base, c'est-à-dire seront retournées aux États-Unis ou vers Cuba ou vers une nouvelle mission pleine de succès à la Trump. Mais pour l'instant... Oui, même si Donald Trump lui-même dit maintenant que retrouver les conditions optimales de l'action militaire américaine au Venezuela, c'est pas si facile. Oui, d'ailleurs... Il le dit maintenant. Il a comparé cette action en disant que là, le Venezuela, c'était 1 heure, et puis là, on ne pourrait pas. Il le souligne. Voilà, maintenant, voilà. Oui, Stéphane Marchand, Donald Trump vient de prononcer ces mots en meeting électoral. Il était dans le Wisconsin devant des agriculteurs. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il tient ses propos. Oui, c'est vrai qu'effectivement, partout dans le monde, les hommes politiques s'expriment souvent pour une audience que l'on rate, en fait. On croit que c'est pour nous, c'est pas pour nous du tout. Mais la réalité, effectivement, c'est que le conflit tourne. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils disent la même chose à tout le monde, en fait. Et c'est pas tout à fait le cas, quoi. Il peut pas expliquer la réalité, c'est que la force militaire américaine est incapable de venir à bout d'un pays comme l'Iran, un grand pays, et incapable de changer le régime en Iran. Et par conséquent, incapable d'obtenir l'uranium enrichi qui se trouve quelque part en Iran. Donc, sur tous ces plans-là, c'est un échec flagrant. Le seul point sur lequel Donald Trump a une réussite, mais c'est le problème, c'est que sur ce point-là, il faut de la patience, c'est le blocus des ports iraniens. Et également la fermeté qu'il semble manifester sur la remise à l'Iran des avoirs iraniens gelés dans les banques. Ça fait quand même en tout, à l'échelle du monde, à peu près 100 milliards de dollars. 100 milliards. Et c'est très intéressant parce que c'est de l'argent qui est dans beaucoup de pays et que l'Iran joue les pays contre les autres en fonction de ça. Par exemple, il y a 20 milliards d'actifs qui sont en Chine, un pays ami de l'Iran. Et pourtant, la Chine ne fait absolument aucun geste pour libérer ses actifs. Donc c'est le jeu. Et si Donald Trump, au lieu de partir avec fermeté, restait avec patience, il pourrait, contre l'Iran, avoir des arguments qui finiraient par peser, parce que quand on ne peut pas payer les fonctionnaires, quand on ne peut pas payer les policiers, quand on ne peut pas payer les Bassidji... Donc vous trouvez que c'est une erreur, ce qu'il est en train de faire, de dire et de faire ? Oui, c'est une erreur, c'est une... Oui. Justement, Donald Trump, je vais vous donner la parole tout de suite, Richard Verly, a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, à propos, il a reconnu le fait que envisager
d'envoyer des troupes en Iran sur le sol. Vous vous souvenez des commandos spéciaux, effectivement, pour aller chercher la poussière nucléaire, comme l'appelle Donald Trump. Eh bien, il y avait pensé, mais que c'était plus du tout d'actualité, parce que c'était un trop grand risque. À ce stade, avez-vous besoin d'un accord avec l'Iran pour aller le chercher, ou avez-vous simplement pensé à envoyer les SEALs, envoyer les Rangers? Je ne voulais pas être Jimmy Carter, vous savez. Je n'ai pas envie d'être Jimmy Carter. Alors, c'est hors de question? Nous y avons pensé au début. Pour y arriver, ce n'est pas comme au Venezuela, comme si tu entrais. Tu es là pour quelques minutes et tu es dehors. Et tout le monde te fait signe au revoir pendant que tu t'en vas. Et toi, tu as ramené la cargaison. C'est différent. Il faudrait que tu sois là pendant 2 semaines. Tu as besoin d'un équipement massif. Il faudrait transporter l'équipement par voie aérienne. Vous savez, vous êtes dans une zone de guerre. Nous l'aurions obtenu. Mais j'ai dit, je n'aime pas l'idée. En plus, nous nous sommes rendus compte qu'il leur restait encore des missiles. Cela signifie qu'ils nous auraient ciblés et des gens se seraient fait tuer. Donc je n'ai pas aimé ça, c'est enterré. Tu as utilisé un bon mot, c'est enterré. Oui, Richard Verly, il dit beaucoup de choses là, Donald Trump. Là, il reconnaît effectivement que c'était trop de risques à prendre. Il reconnaît que c'était pas aussi facile que le Venezuela, qu'il aurait fallu y être 15 jours avec des équipements lourds. Il nous donne quelques petits détails et surtout, il veut pas le même échec que Jimmy Carter. Oui, absolument. Rappelez cet échec. Il confirme que son obsession, c'est la guerre 0 mort. Alors, elle n'est pas tout à fait 0 mort. Il y a quand même eu 13 morts, mais c'est très peu depuis le début de cette guerre. L'échec de Jimmy Carter, c'est évidemment l'opération de 1979 pour tenter de libérer les otages de l'ambassade à Téhéran. Un fiasco. Qui avait échoué, et qui avait été empoisonné la fin du mandat de Carter. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les images avant étaient prises au Wisconsin, qui est un État où les républicains risquent de perdre le siège de sénateur qui sera en jeu au midterm. C'est un État. C'est pour ça qu'il y est. Absolument. C'est un État considéré comme un de ces swing states au moment de la présidentielle. C'est un État où une fois c'est démocrate, une fois c'est républicain. Et donc, bien évidemment, il sait que son audience MAGA ne veut pas de cette guerre. Ou en tout cas qu'une grande partie de cette audience MAGA ne veut pas de cette guerre. Donc là, il est en train, on le voit bien, de bétonner le retour à son fondamental, en tout cas à ses promesses de campagne, c'est-à-dire je ne serai pas un président guerrier. Mais Xavier Titelman, il dit encore quelque chose d'assez étonnant. Donald Trump, il reconnaît que les Iraniens possèdent encore des missiles, il le reconnaît, et donc il a en fait la peur de rater le paralyse. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il écoute enfin ses propres services de renseignement. Ça, c'est quand même une nouveauté. Jusqu'à maintenant, il ignorait tout ça. Il vivait dans un monde fantasmagorique à côté. Là, en réalité, oui, l'Iran a toujours 3000 missiles balistiques. Et si jamais les Américains allaient sur place pour aller taper et creuser, pour aller chercher là où ils pensent qu'il y a des détritus d'uranium, il faut rester plusieurs semaines pour creuser, sécuriser la zone. C'est-à-dire des milliers et des milliers d'hommes avec des ravitaillements, avec une sorte de pont aérien. Et en même temps, les Iraniens vont lancer des missiles sur tous les pays de la zone. Et il sait très bien qu'ils n'ont plus les défenses en nombre suffisant pour pouvoir intercepter autant de missiles que par le passé. Et on sait déjà la quantité de dégâts qu'ils ont pu réaliser. Donc, entre une opération au sol très risquée, dans laquelle il y aura des morts et probablement très peu de résultats, et en plus une région qui se réembrase avec l'exploitation pétrolière et même la production d'eau qui serait très certainement touchée, évidemment, il a eu raison de ne pas y aller. Mais alors, Michel Goya, finalement, il est raisonnable, Donald Trump. Je suis sous le choc. Il est raisonnable. Non, c'est surtout quelqu'un qui a peur. Et il est terrorisé par la prise de risque. Non, mais se rendre compte du fait que effectivement l'opération Commando, ça, vous le disiez sur le plateau. Vous l'avez toujours dit. Non, mais bien sûr que c'était extrêmement compliqué. Mais encore une fois, Donald Trump, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque militaire. D'abord, c'est un truc qu'il maîtrise pas du tout. Visiblement, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Si, il n'hésite pas à employer la force. Mais c'est trop compliqué pour lui. Il aime bien les opérations simples et surtout les opérations sans risque. Comme celle du Venezuela, il la prend en exemple maintenant. Oui, mais l'opération Venezuela, c'était pas forcément l'opération risquée, c'était hyper planifié, c'était organisé. Si vous avez suffisamment de renseignements, de complices à l'intérieur, etc. Alors il y a toujours une part de risque. Il peut y avoir un hélicoptère qui se crache, comme l'opération 1980 Eagle Claw de Jimmy Carter. Vous avez, il y a pas un Iranien qui intervient dans l'opération. Il foire l'opération tout seul.
tout seuls, entre eux. Donc oui, c'est toujours possible. Donc à cet égard, l'opération à Caracas, c'était effectivement l'opération la plus risquée que a tenté Donald Trump jusqu'à présent. Mais malgré tout, c'était pas une opération si risquée que ça. C'est la raison pour laquelle il a lancé contre l'Iran juste une campagne aérienne. Voilà, parce que c'est le type d'opération la moins risquée en réalité pour lui, enfin pour ses soldats et pour lui. Mais le problème, c'est que vous gagnez pas beaucoup de guerres si vous prenez pas beaucoup de risques. Ça, c'est quand même un peu une loi historique. Vous n'obtenez pas beaucoup de résultats stratégiques si vous prenez pas quand même quelques risques. On fait pas la guerre à moitié, quoi. Et là, lui, il a fait même pas la guerre à moitié, il a fait la guerre au quart. Au quart. Et maintenant, résultat. Maintenant, il se retrouve coincé. Sauf que quand un journaliste demande, et on va l'écouter tout de suite, à Donald Trump, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justement il reprenne la guerre, voici ce qu'il répond. Vous relancerez la guerre en Iran s'il tuait des soldats américains ? Oui, ce serait une bonne raison de le faire. Oui, s'il tuait des soldats américains, je reprendrai très rapidement la guerre. C'est une question très intéressante. Stéphane Marchand. Bon, la journaliste, lui l'amène à cette réponse. Mais il s'engouffre. Personne ne peut répondre aucun autrement. Aucun américain ne répondrait non, c'est pas grave. S'il y a des soldats américains, je ne ferai rien. Non, ça, c'est pas possible. Mais il y a une dimension. Mais ça serait quand même violer le cessez-le-feu, de faire ça. Oui, en plus. Mais enfin, bon, ça le gêne pas énormément. Ça gêne pas grand monde, d'ailleurs. Les Iraniens, semble-t-il, sont... Oui, les escarmouches sont permanentes. Il y a une chose très importante. Il y a quelques jours que Donald Trump a dit, on lui harcelait de questions sur l'accord avec l'Iran, et il a dit à un moment donné, ça commence à m'ennuyer. C'est très long et c'est très compliqué. Il l'a avoué. Il a une très très faible résistance à l'ennui. Oui. Donc c'est le cas de beaucoup de gens, beaucoup d'enfants aussi. Et je pense que ça commence à jouer un rôle. Parce que ses conseillers n'arrêtent pas de lui en fait compliquer la tâche, parce que les Iraniens sont des maîtres dans la complication des accords, sont des commerçants dans l'âme, quoi. Et donc je pense qu'il veut tirer un grand trait, à supposer qu'il puisse le faire. Ça, c'est sauf qu'il tirait un grand trait, mais enfin il vient de nous dire qu'il n'ira pas militairement, donc il va falloir tirer un grand trait. Ça veut dire s'arrêter. Mais il faut que ce soit possible. Les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays. Ils peuvent pas partir dans n'importe quelle condition. Regardez. L'image de Biden a été catastrophiquement abîmée par le départ d'Afghanistan. Oui, en Afghanistan. Trump, Sophia Mara, a rejeté, on le sait, vendredi dernier, on était sur ce plateau pour le commenter, la dernière proposition iranienne, car justement, il pense que l'Iran doit faire des concessions dès le départ et non pas progressivement. C'est ce que voulaient les Iraniens, faire des concessions progressivement, c'est ce qu'elle proposait dans ce document. Mais on peut quand même se demander si, pour Donald Trump, ne pas choisir ce qu'il est en train de faire en ce moment entre escalader militairement et prétendre qu'un deal est proche, parce qu'il est toujours en train d'hésiter entre l'un et l'autre, ça va devenir intenable. Ça va devenir interminable surtout. Interminable. On a réellement, à cause de cette guerre et à cause des décisions de l'administration américaine, un véritable problème au niveau mondial. Parce que, effectivement, c'est l'Amérique, elle ne peut pas se retirer comme ça. Sauf que les Iraniens, ce que les Américains leur demandent, ce que Trump leur demande, ils ne le donneront pas. Ils n'ont aucune raison de le donner. La stratégie de négociation des Iraniens a toujours été la suivante, c'est-à-dire qu'on établit un maximum de paliers, d'étapes. On a les 30 jours, puis les 60 jours. D'abord, on établit le cadre de la négociation, puis on donne les points de la négociation, puis on négocie point par point. Donc ça va traîner indéfiniment. Les Américains ne veulent pas se battre, les Américains ont retiré certains de leurs bâtiments, et ils ne peuvent pas non plus partir complètement. Donc on est dans un état de ni guerre ni paix, où évidemment il y a plein d'instabilités, notamment énergétiques, sur les prix, les engrais, les produits, exactement, avec des risques de récession. Et tout ça fait que vous avez ce Donald Trump qui est à la Maison-Blanche et qui, avec un air presque d'enfant, c'est vous qui disiez le mot, qui a l'air de découvrir que c'est compliqué, ils sont de très bons négociateurs, je verrai bien, je discuterai bien ou je rencontrerai, pourquoi pas, l'imam ou le nouveau guide suprême, même si j'en ai pas envie, mais je lui parlerai avec respect si nécessaire. Donc on a tout oublié, les objectifs, le peuple, la liberté des Iraniens, tout ça, et on se trouve avec un détroit d'Ormuz qui, je vous le signale, est encore fermé. Oui. Et vous avez dans bien
lequel il se passe beaucoup de choses. Exactement, et vous avez bien raison de dire il y a un instant que c'est sur ça que les Américains auraient dû jouer. Garder les ports fermés et laisser le système pourrir de l'intérieur. Trump apparemment est pressé de faire autrement. Je vous rappelle que dans le détroit d'Ormuz, sur sa partie nord, c'est iranien, et sur le côté sud, c'est le sultanat d'Oman, cette pointe d'Ormuz. Eh bien, aujourd'hui, le CENTCOM américain a démenti, il a démenti même tout à l'heure, en fin d'après-midi, une allégation de l'armée iranienne qui annonçait, plus tôt dans la journée, avoir tiré des missiles d'avertissement, des tirs d'avertissement contre 2 destroyers américains. Alors, ça n'a pas du tout été corroboré côté américain. Voilà, ils ont vraiment démenti. Mais voilà, les images, c'était quoi, Michel Goya? C'était des tirs de semonce. Oui. Alors c'était contre quand même les Iraniens disent que c'était contre des navires, des destroyers, des navires de guerre américains qui effectivement de toute façon ont bougé par la suite. Et donc les Iraniens disent regardez, c'est nos tirs qui les ont fait fuir, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que s'il y avait eu réellement des tirs, les Américains auraient riposté. Ils le font systématiquement. À partir du moment où leurs bâtiments sont attaqués, ils détruisent l'origine des tirs. Donc pour vous, Michel, le fait qu'il n'ait pas répliqué est sans doute la preuve que c'est du bluff côté iranien, et que donc probablement, mais bon, de toute façon, du côté iranien, c'est pas grave. Démenti. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, certains le croient. Comment c'est pas grave? Non, mais certains le croient. De toute façon, tout ça, c'est aussi un peu du théâtre. On faisait remarquer qu'ils n'ont tué aucun Américain jusqu'à présent dans tous ces accrochages. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu la capacité parce que tous leurs projectiles étaient interceptés, et ils n'avaient pas non plus forcément la volonté de tuer des Américains, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, là, pour le coup, ça aurait provoqué forcément... C'est-à-dire que pour vous, Michel, les Iraniens font exprès de réussir à ne pas tuer d'Américains. Ils gesticulent un peu face aux Américains, ils montrent un peu leurs muscles. En revanche, ils tapent sur les Émirats, ils tapent sur le Koweït. Eux, pour le coup, peuvent pas se défendre. C'est une sorte de prise d'otage, c'est une double prise d'otage. Prise d'otage des navires qui sont coincés dans le Golfe Persique, prise d'otage des pays voisins. Et lorsque ça va pas, ils tirent sur un otage. Voilà. Et ils disent aux Américains, où tout le monde regarde, les Américains, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger ces otages? Et puis voilà. Et puis comme face à une prise d'otage, côté américain, il n'y a que 2 solutions. C'est soit on négocie, c'est-à-dire on paye une rançon, on offre quelque chose aux Iraniens, soit on monte à l'assaut et on libère tout ce beau monde. Mais visiblement, Donald Trump n'a envie de ni l'un ni de l'autre. Oui. Mais ça y est, il est dans le piège du calendrier, Donald Trump, maintenant. Et il a un cauchemar, c'est qu'à un moment donné, la démonstration de force des Iraniens soit plus forte que d'habitude et touche par exemple un navire américain, typiquement le jour de son anniversaire, le 14 juin, quand il sera devant son combat de MMA, le 15 ou le 16 juin, quand il sera à Évian au sommet du G7, ou bien le 4 juillet, le jour où il célébrera à Washington le 250e anniversaire de la célébration de la déclaration d'indépendance. Là, il est complètement dans le piège du calendrier maintenant, c'est-à-dire qu'il est à la merci d'un coup de force des Iraniens qui pourrait à ce moment-là créer des dommages. Bien évidemment, il y aurait des ripostes en retour, mais d'un chaos et qui exposerait Donald Trump à apparaître comme un président américain qui ne maîtrise pas la situation. Et dans les jours à venir, il aura la pression du calendrier sur lui. Justement, le missile d'avertissement, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des missiles pas méchants. C'est des missiles qui veulent pas toucher, quoi. Mais on l'a déjà vu dans le passé. Les Iraniens lancent parfois des missiles comme ça. Ce sont des salves d'honneur. C'est une pure gesticulation politique, mais sans idée de faire mal en réalité. Oui, c'est probablement plus ces événements que vous venez de citer qui sont dans la tête de Donald Trump que les élections de midterm. Absolument. On a l'impression quand il les commente qu'il s'en fiche. J'ai encore jamais vu un président américain s'en ficher autant. C'est très très curieux. Oui. C'est probablement parce que finalement, comme il n'a aucun grand projet législatif pour transformer l'Amérique et qu'il aime beaucoup régner par décret présidentiel et veto, finalement, c'est exactement ça qui se passerait s'il perd les midterms. Il se retrouvera dans cette situation-là. Et dans une situation de combat de boxe avec l'opposition,
qui lui plaira plutôt. Je pense par ailleurs qu'on peut s'attendre à une salve de propagande iranienne à propos du fameux match de MMA le jour de... Alors le match de MMA, je voulais pas en parler ce soir, les parce Iraniens que ne vont pas rater il approche. l'occasion. Oui, ça c'est pour, on va en parler, en reparler sur les plateaux de LCI, c'est pour l'anniversaire de Donald Trump, donc le 14 juin, et un octogone, c'est-à-dire un ring à 8 côtés, qui est le ring du MMA, je regarde du MMA, donc ça m'intéresse, figurez-vous, est en train d'être préparé, d'être conçu, d'être bâti, construit à côté de la Maison-Blanche, c'est-à-dire dans les jardins de la Maison-Blanche. Mais on aura le temps d'en reparler. Restons un instant sur ce qui se passe à Hormuz, après ce que nous venons de mentionner par rapport au sultanat d'Oman. Eh bien, la France et la Grande-Bretagne ont souligné une fois de plus aujourd'hui qu'elles dirigeront une mission multinationale de déminage dans ce détroit d'Hormuz, bien sûr, après que l'accord entre les États-Unis et l'Iran aura été conclu. Qu'est-ce qui manque, Xavier Titelman, finalement, pour cette mission? Parce que la planification, nous dit-on, a été achevée. Il manque des navires de soutien. Il manque des navires de soutien. Oui. Il manque aussi. Déjà pas mal. Il manque un cessez-le-feu. Oui, ça c'est. C'est quand même la première chose. Oui. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des bateaux qui sont pas des bateaux de guerre, c'est des bateaux de guerre évidemment, mais ils sont pas faits pour être capables de se défendre contre des missiles aériens. Donc il faut tout un écosystème qui sont autour d'eux. Il faut le ravitaillement, il faut des systèmes de drones navals qui sont déployés avec des sociétés françaises qui sont très très bonnes dans le domaine. Il faut les hélicoptères qui vont avec, et puis il faut un écosystème autour pour les protéger. Donc de toute façon, il faut être sûr que les Iraniens vont bien rentrer dans le rang, qu'ils vont arrêter de tirer, qu'ils vont arrêter de faire des salves d'honneur, parce que sinon on peut pas se déployer normalement. Et ensuite il faut déployer des forces. Alors si la France et la Grande-Bretagne prennent la direction de cette force, c'est une très bonne chose. Visiblement elle le souhaite, oui. On a vraiment à savoir faire. Moi j'étais à la fin de l'année 2024 en mer Baltique avec des bateaux de déminage, et tous les jours nos forces s'entraînent et déminent, y compris des explosifs qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les jours on explose des mines. Donc c'est vraiment une activité en continu. Donc on a raison de vouloir y aller. Ah ben bien sûr, le plus tôt possible. C'est à notre savoir-faire. Mais Michel Goya, donc l'Europe veut quand même avoir sa place dans le détroit. Mais après les faits, disons, après le conflit. Oui, alors ça peut paraître un peu paradoxal. Oui, ça paraît paradoxal. Une fois que la paix est là, mais en même temps, c'est un peu le maximum en réalité qu'on est capable de proposer. Il faut être clair, on ne veut pas rentrer dans cette guerre. Enfin, on y est. De fait, on y est. On a défendu les Émirats arabes. On n'a pas. On y est. Ah oui, on est. On intercepte des missiles. On intercepte des missiles. On intercepte des drones. Enfin, c'est pas nous qui faisons la une de l'actualité. On a quand même eu 3 soldats qui ont été tués. Ça, c'est vrai. Voilà, donc on y est dans cette guerre malgré tout. Mais on ne veut pas attaquer l'Iran, on ne veut pas participer aux opérations israélo-américaines d'attaque offensive, on va dire, contre l'Iran. Donc, dans ce cadre-là, le maximum qu'on peut faire, c'est de proposer de sécuriser. De la même façon que vous avez des interventions chaudes, militaires, puis ensuite vous avez des phases de stabilisation, de sécurisation. Je sais pas, au Kosovo, il y a une période de guerre, puis après, vous avez une phase de stabilisation. On envoie des troupes sur place pour gérer un peu, faire des missions de police. Si c'est pas la guerre, c'est une mission de police. Donc c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Mais c'est déjà pas mal. Vous trouvez que c'est pas mal, Michel? Oui, non, encore une fois, on ne peut pas faire plus. Puis, à la limite, si les Américains... Mais est-ce que c'est notre guerre? Non, mais si les Américains nous avaient peut-être un peu associés avant... C'était pas ma guerre. C'est pas ma guerre, oui. Oui. Non, mais encore une fois, cette guerre, elle était très, très mal gérée de la part des Américains. Il y a les conflits précédents contre l'Irak. En 1990, il y avait quand même, je crois, coalition il y avait 35 nations qui étaient présentes sur le terrain. Donc, il y avait tout un effort, en tout cas diplomatique, pour expliquer le pourquoi et la nécessité de cette opération. Donc, il y a l'effort, non seulement il est zéro. Aucun effort. Mais ça se fait plus, ça, 35 nations, tout ça, c'est terminé. Ça s'est fait sous Daesh. Voilà, exactement. Exactement. Voilà le résultat. Mais Sophia Ammara, effectivement, l'Iran, dans ce détroit d'Ormuz, voudrait déminer elle-même, elle le dit haut et fort, mais la France, la Grande-Bretagne, entre autres, estime qu'elle n'en a pas les capacités. En a-t-elle les capacités ? Non, elle n'en a pas les capacités, mais effectivement, c'est important que la France soit là-bas, non seulement pour déminer, mais pas toute seule, avec toutes les nations qui ont décidé de rejoindre ce groupe d'États, où il se trouve également, il me semble, les Émirats arabes unis, qui ont une très très bonne expérience en matière de déminage.